Mais évidemment, un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça a coulé de source. Et puis surtout, Spa a toujours fait partie de ma vie. C'était cette eau qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Une des façons pour nos parents de nous dire « je t'aime », de prendre soin de nous. Comme si, en nous servant un verre d'eau Spa, ils nous murmuraient « on vous donne le meilleur parce qu'on vous aime et qu'on veut vous protéger ». Alors évidemment, c'est cette eau-là que je donne à mon fils depuis qu'il est en âge de boire de l'eau. Et vous savez quoi ? Cette bouteille bleue iconique me rassure. J'adore la voir trôner fièrement dans notre maison, un peu comme une Madeleine de Proust, symbole de souvenirs doux et rassurants. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment ? Celui qui a tout changé. Celui où votre bébé est né, où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi parce que eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leurs sources de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'instinct de protection, je vous invite à consulter le site internet de Spa sur spa.be. Je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. L'alcool, un mot banal, un mot festif dans nos sociétés. Une habitude de table, un rituel entre amis. Chez les hommes, l'excès est souvent minimisé, banalisé. Mais chez les femmes, il devient tabou, honteux, indicible. Et pourtant, il est bien là. En Belgique, on estime qu'une femme sur 10 est confrontée à une consommation problématique d'alcool, contre près d'un homme sur 5. Des chiffres qui révèlent un malaise profond et un silence assourdissant. Parce que derrière chaque verre se cache parfois une dépendance. Et derrière chaque dépendance, des blessures, des traumas et une solitude immense. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Virginie. Un récit brut, sincère, construit et avec un recul admirable. Virginie se présente encore comme alcoolique alors qu'elle est abstinente depuis 14 ans. Parce que l'alcoolisme ne disparaît pas. Il marque, il façonne et il reste une part de soi. Virginie, elle a grandi avec une mère alcoolique. Elle a connu, enfant, le chaos, les manques, les rôles inversés et les dramas. Et malgré son dégoût à une époque, malgré sa peur de reproduire, elle a fini par sombrer à son tour. Parce que oui, la génétique a sûrement un rôle à jouer là-dedans, un rôle viscéral et d'inexplicable. Et parce qu'une seule gorgée suffisait à déclencher en elle une étincelle dont son cerveau ne voulait plus se passer. Très vite, l'alcool est devenu son confident, son compagnon fidèle, son obsession de chaque jour. À la fois refuge et piège. Il s'est glissé dans sa vie comme un ami trompeur, pour mieux se révéler son pire ennemi. Celui qui empoisonne l'existence, souffle le chaud et le froid en permanence et finit par s'imposer comme une présence dont on ne peut plus se défaire. Et plus d'une fois, Virginie a songé à fermer le parapluie. Mais il y avait l'amour. L'amour immense de et pour cette femme qu'elle a aimée et qu'elle aimera sans doute toujours pour toute sa vie, même malgré la séparation. Alors accrochez-vous parce que cette histoire d'amour est singulière. Elle est belle et elle est douloureuse à la fois. Mais c'est vraiment une très belle histoire d'amour que j'aimerais que vous écoutiez jusqu'au bout. Et puis surtout, je ne pouvais pas écrire cette introduction sans parler de l'importance de l'aide. Et ce qui a littéralement sauvé Virginie, ce sont les groupes de parole. Un soutien sans jugement. Être entouré de gens qui comprennent ce que c'est de ne pas avoir bu aujourd'hui, et ce n'est pas banal. Et puis évidemment, son fils, sa lumière, celui qui a donné un sens nouveau à sa vie, celui qui l'a rendue plus forte, encore, celui pour qui elle se lève chaque matin malgré les douleurs, les difficultés. Et j'ai rencontré une femme
extraordinaire. Une femme qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue. Une femme solaire, généreuse et courageuse. Et surtout, solide comme un roc. Et aujourd'hui, elle brise le tabou. Elle parle de ce que trop peu de femmes osent dire. L'alcoolisme au féminin. Ce silence qui pèse, qui enferme et qui fait honte. Un silence qu'il est urgent de briser. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Virginie. Bonjour Axel. Je suis ravie d'encapsuler ton histoire aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta confiance. C'est un sujet, je pense, très important, extrêmement tabou. On va lever le voile sur l'alcoolisme chez les femmes. Donc je te remercie déjà et je voudrais commencer par te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, donc moi je m'appelle Virginie et je suis alcoolique, mais j'ai pas consommé aujourd'hui et j'ai pas eu envie de consommer. Ça pour quelqu'un d'alcoolique c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai pas consommé d'alcool moi depuis 14 ans. Je suis institutrice depuis une vingtaine d'années et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Célian qui maintenant a déjà 10 ans. Ok. Voilà. Et je viens de Nivelles. Ok. Tu as commencé par te présenter en disant « Je suis alcoolique ». Je m'y attendais absolument pas. Je sais. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était l'effet de surprise. Oui. Mais c'est important. Donc, je fais partie de groupes de rétablissement. Et dans nos groupes de rétablissement, on a l'habitude de se présenter comme ça pour ne pas oublier d'où on vient. Et donc, moi, ça fait partie de ma personnalité de dire que, enfin, voilà, je suis alcoolique et je ne veux pas l'oublier. Et aujourd'hui, je sais que j'ai la vie que j'ai parce que j'ai parcouru tout ce chemin dans l'alcool et puis dans l'abstinence. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Je suis déjà très émue. Est-ce que tu peux, on va commencer par les racines, par les tout débuts de ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle petite fille tu étais, Virginie, et dans quel contexte familial tu as grandi ? Oui, alors moi je suis une petite fille assez dynamique. Je suis une petite fille pleine d'énergie qui vient d'une famille assez classique, une famille d'un papa et une maman qui ont tout fait pour être comme tout le monde. C'est-à-dire que mes parents avaient leurs amis qui avaient des enfants et donc un jour, tout leur couple d'amis avait des enfants, donc ils ont décidé un jour de faire un enfant et ce fut moi. Et donc, tu es l'unique enfant ? Non, je suis la première d'une fratrie de 2 et donc je suis arrivée comme ça. Un petit peu, je crois, le coup de tonnerre dans leur couple. J'étais une petite fille pleine d'énergie, qui faisait pas mal de bêtises, je pense, pour se faire entendre, se faire voir. Quand je pense à la petite fille que j'étais, je repense assez vite à ma maman, qui finalement a toujours eu une consommation aussi avec l'alcool. Okay. Donc ma maman a toujours bu. Mon papa disait qu'elle buvait dès l'âge de ses 17 ans. Donc bien avant ma naissance. Elle n'a jamais bu quand elle était enceinte de moi. Mais donc ma maman a toujours eu ce qu'on appelle un alcoolisme social. Un alcoolisme social, mon papa définissait ça en disant quand ta maman sortait, quand on était jeune, elle ne savait pas s'arrêter. Et donc elle buvait jusqu'à s'écrouler, finalement comme beaucoup de jeunes à l'heure actuelle. Et donc, moi, je suis arrivée un petit peu là-dedans, dans un couple qui s'aime, qui finalement est très, très jeune, parce qu'à l'époque, on faisait des enfants vers 22-23 ans. Aujourd'hui, moi, je trouve ça, à 22-23 ans, on est encore juste un gros bébé. Des bébés. Mais mes parents, à 22-23 ans, ils étaient déjà mariés, en couple, en train de chercher un terrain pour acheter une maison. Mon père travaillait comme un fou, ma maman construisait aussi sa carrière. Et donc, moi, petit bébé, j'arrive là-dedans. Et donc, je pense que je chamboule un peu leur vie de couple. Très vite, mes parents ont voulu... Autant j'ai été le bébé pour faire un peu, je crois, comme les autres, comme les amis. Autant très vite, mes parents n'ont pas voulu me laisser seule. Ils se sont dit, il faut qu'on lui fasse un petit frère ou une petite sœur, parce que s'il nous arrive quelque chose, il ne faut pas qu'elle soit seule dans la vie. Et donc, ma petite sœur est arrivée 2 ans et demi après. Et donc, voilà. Toi, t'es contente ? Je pense que je suis contente, mais je pense aussi qu'elle prend une place qui m'était attribuée et que ça, j'ai du mal à la partager. Okay. Je le ressens pas comme ça, mais je pense que quelque part, elle a pris ma place et que ça a été très difficile et que je pense que c'est quelque chose qui a marqué notre histoire et qui la marque encore aujourd'hui.
Et donc voilà. Et en fait, notre famille, elle a grandi comme ça, avec une maman qui, petit à petit, s'enfonce un jour à la fois de plus en plus dans l'alcool. Ton papa pas. Mon papa pas, mais mon papa, il s'enfuit de plus en plus dans le travail. Et donc, j'ai une maman qui essaie de s'en sortir comme elle peut. Aujourd'hui, avec le recul, je pense vraiment qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour élever 2 petites filles. Une, moi, qui n'était franchement pas facile, qui était débordante d'énergie. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que j'avais de l'hyperactivité, ou voilà, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en étant enseignante, je me rends compte que j'étais peut-être une petite fille vachement énergique, pardon. Donc, je pense qu'elle a fait vraiment ce qu'elle a pu et que l'alcool a été pour elle... un échappatoire. Oui, un échappatoire, un médicament, quoi, clairement. Et donc, elle a pris cet alcool-médicament pour survivre pendant des années. Et toi, tu t'en rendais compte, petite fille ? Alors, les premières années, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en rendais compte, en fait, quand on avait des soirées, par exemple. On a été chez les scouts. Et ma maman, en fait, très vite, j'ai compris qu'à chaque soirée qu'il allait avoir, ma maman n'allait... Si on commençait à l'avoir consommée, on savait très bien que ça allait mal finir, et que ça allait finir en catastrophe, qu'elle allait finir par danser sur les tables, puis qu'elle allait se casser la figure, qu'elle allait plus tenir le coup, qu'il allait falloir la ramener, la mettre en pyjama, qu'elle allait bien souvent vomir, qu'elle allait, ma maman, à l'époque, fumer, rouler ses cigarettes. Quand on roule ses cigarettes, on a le filtre vide et donc bien souvent, elle allumait ses cigarettes avec le filtre vide, donc ça s'enflammait. Enfin, c'était très dangereux. Elle laissait ses cigarettes un peu à gauche, à droite. Donc c'était... finalement, à partir de mes 6 ans, j'ai su que dès qu'on sortait, c'était dangereux. Maman allait avoir du mal à s'arrêter. Et donc, c'était un stress de... Il fallait qu'on essaie de la gérer et en fait, en même temps, c'était ingérable. Ouais. Une fois qu'elle commençait... Mais tu te sentais responsable. Enfin, tu avais un sentiment de responsabilité de gérer maman. Tu avais envie d'essayer de calmer les choses. J'avais envie que... En fait, je crois que très vite, j'ai compris que j'arrivais pas à l'arrêter, que l'alcool, là, était de toute façon plus fort. Donc, ce que j'essayais de faire, c'était de protéger ma petite sœur, parce que j'étais quand même l'aînée, donc ce sens des responsabilités, pour moi, était hyper important. Il fallait que je prenne tout sur moi, que c'était moi qui devais la mettre en pyjama, c'était moi qui devais m'occuper d'elle et que ma sœur devait être tranquille. Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'est que mon papa supportait très, très mal le fait que ma maman boive, parce que ma maman était très agressive quand elle avait bu. Et donc, je voulais qu'il y ait le moins de disputes possible. Et donc, c'était un peu... On a essayé de minimiser les bêtises que ma maman faisait pour que mon père... Et en même temps, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je comprends 1000 fois... Je comprends à la fois l'alcoolisme de ma mère, parce que j'y suis passée par après, et je comprends 1000 fois les réactions de mon père, qui étaient dans la violence, le ras-le-bol, l'énervement, parce que c'est tellement insupportable, quelqu'un qui boit. Et je me dis qu'en plus, on a des enfants là-dedans, mais on a juste envie de baffer l'autre, quoi. Donc, je comprends vraiment la crise dans laquelle mes parents étaient. Et tu devais plus t'occuper de ta petite sœur ? Tu avais ce rôle vraiment de... Non, je m'occupais vraiment de ma mère. J'essayais vraiment que maman soit le plus vite au lit, en fait. Ah ouais. Ouais. Dans les gros souvenirs que j'ai, vraiment des soirées où on revenait avec elle, c'était la mettre au lit le plus vite possible. Ça ne lui plaisait pas, évidemment, parce qu'en fait, un alcoolique, une fois qu'il a commencé à boire, ce qu'il a envie, c'est de continuer à boire. Et par la porte ou par la fenêtre, il fera tout pour pouvoir continuer à boire. Et donc, une fois qu'on se met en barrière, ça foire, quoi. Ouais. Et donc, là peut arriver l'agressivité. Et donc, il y a eu quand même pas mal d'agressivité entre vous deux, entre elle et moi. Surtout en grandissant, j'ai de moins en moins supporté... En fait, j'ai plus supporté. Donc là, il y avait un alcoolisme social. Est-ce que l'alcool est devenu dans le quotidien aussi par la suite ? Ben oui, parce que c'est une maladie évolutive. C'est ça. Et donc, au début, on ne boit que quand on sort, on ne boit que le week-end, on se fixe des choses, mais au fur et à mesure, l'alcool, il empiète de plus en plus la semaine et tous les domaines de notre vie. Et donc, avec ma maman, ça s'est vu parce que ça a été finalement tous les soirs. Mais après, après, moi, j'ai fait le même chemin qu'elle. Je vous expliquerai le chemin que j'ai fait. Mais donc, moi, début de mon adolescence, en fait, maman a commencé à boire tous les jours quand elle rentrait du travail. Aujourd'hui, je le comprends, c'était la récompense d'avoir bien travaillé de sa journée. Pour elle, elle avait tenu sa journée, elle préparait le souper. C'était le petit verre de vin blanc en cuisinant. Sauf que, de nouveau, une personne alcoolique, et ça, je le comprendrai évidemment que des années plus tard, une personne alcoolique, une fois qu'il commence son petit verre, il ne peut pas s'arrêter. Et sa maman était incapable de s'arrêter. Oui. Et donc, finalement, l'alcool est vraiment rentré dans notre vie. C'est comme une marée noire, l'alcool. Okay. Ça détruit les choses petit à petit. Et donc, voilà, moi, j'ai
J'ai un moment, moi, ça fait naître chez moi énormément de colère. Surtout à l'adolescence, j'imagine. À l'adolescence, moi, j'étais en rage, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on essaie de sauver son parent. Ouais. On vide les bouteilles, on fait tout. Ah oui, tu vidais les bouteilles. On vide les bouteilles, on fait du chantage, on boit à sa place. On se dit, ouais. Oui. On boit à sa place, Tu mettais plein de stratégies en place. Toutes les stratégies sont bonnes et en fait, il n'y en a aucune qui marche. Et on se dit... Et tu comprenais pas. Et puis on se dit aussi, en fait, elle m'aime pas. C'est ça. Elle m'aime pas puisqu'elle elle choisit toujours la bouteille par rapport à moi. Donc c'est terrible. Et puis il y a toujours cette violence. Elle devient quand même de plus en plus violente et agressive. Et donc violente par les mots, mais violente par les gestes aussi. Et donc ça devient vraiment compliqué. Et donc c'est une confrontation. Voilà. Et donc moi j'essaye. Vous avez des moments quand même où des moments heureux, des moments apaisés, qui te donnent justement cette énergie de continuer à te battre pour ta maman et ta petite sœur et ton papa. Moi, ma bulle où je me sens bien, c'est en dehors de la maison. Ça a toujours été l'école. Peut-être pour ça que je suis devenue instite, je crois. Peut-être. Ici, cette année, en faisant la rentrée, je me suis dit, en fait, ça fait 40 ans que je n'ai pas quitté l'école. C'est ma 40e rentrée scolaire. Je n'ai jamais quitté l'école. 40 ans d'école. Voilà, 40 ans d'école, 40 ans de rentrée. Mais je crois que c'est vraiment ça. Depuis mes primaires, aussi petite que j'étais, l'école, ça a été ma bulle, quoi. Ça a été l'endroit où je me sentais bien, où je me sentais valorisée, où j'étais pas l'élève modèle, j'avais mon petit caractère, mais les profs m'aimaient bien, on m'a toujours bien aimée, malgré ce petit tempérament un peu rebelle et tout. Mais on peut être rebelle et apprécier. Et au secondaire, j'étais vraiment bien rebelle, mais voilà, je me sentais vraiment à ma place à l'école, et moi, l'école m'a sauvé la vie, clairement. Et t'en parles avec ton papa, ou votre papa vous en parle ? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. On en a parlé Je crois que mon père, il s'est vraiment isolé. Mon père, il s'est isolé dans le travail. J'ai un moment où je me souviens que mon père m'en a parlé. Je devais avoir une dizaine d'années. Et donc, parce qu'elle était agressive avec moi, mais elle était agressive avec mon père. Parce qu'en fait, ce que je ne savais pas et que j'ai compris des années plus tard, c'est que les soirs, quand nous, on était au lit, en fait, la guerre continuait entre mon père et ma mère. Et donc, le nombre de fois où ma mère n'a pas mis tous les vêtements de mon père dans un sac poubelle et jeté par la fenêtre, moi, elle me foutait à la porte régulièrement. J'avais 2 ans et demi la première fois qu'elle m'a foutu à la porte. Mais mon père, elle l'a foutu à la porte je ne sais pas combien de fois. Elle a appelé les flics je ne sais pas combien de fois pour dire que mon père la battait et tout, alors qu'il n'a jamais levé la main sur elle, en tout cas pas que je sache. Mais donc, voilà, lui vivait aussi vraiment son enfer. Et il restait pour vous, tu penses ? Je pense qu'il restait pour nous. Je pense qu'ils se sont vraiment aimés et qu'ils ont voulu sauver leur couple. Je pense que pendant très longtemps, on essaie de sauver l'autre. C'est très dur de partir et de se dire, en fait, je suis pas capable, il faut que je me sauve. En fait, un jour, je devais avoir une dizaine d'années. Je devais avoir une discussion avec mon père sur la problématique de ma mère. Et mon père m'a dit, tu sais, Virginie, il n'y a qu'une chose qui peut aider ta mère, ce sont les groupes de parole. Il n'y a que ça qui pourrait aider ta mère. Tout le reste, ça ne marchera pas. Parce qu'à l'époque, on parlait déjà de donner des médicaments, de l'antabuse et des choses comme ça. Il y a des médicaments pour l'alcoolisme. Alors, il y a des médicaments qui existent, oui. Okay. Dont un qui était vraiment très connu à l'époque, c'était l'antabuse, qui était un médicament que si le malade le prenait, parce que l'alcoolisme est une maladie, si le malade le prenait, il avait des palpitations, il devenait rouge. Ça pouvait être très dangereux s'il buvait là-dessus. Et nous, on avait été voir notre généraliste, ma sœur et moi, on avait peut-être 10-12 ans, et on avait dit, docteur, donnez-nous ce médicament, on va le donner en Schlide à maman, comme ça elle sera malade et elle boira plus. Il avait dit non, c'est hyper dangereux, vous pouvez pas faire ça. Et je crois que c'est suite à ça qu'on avait eu cette discussion avec ton papa. Ouais. Ok. Et donc toi à l'adolescence, moi à l'adolescence j'en peux plus. Ouais. Mais moi à l'adolescence je découvre l'alcool aussi. Et donc. Mais est-ce que tu te disais jamais je toucherai à l'alcool en ayant eu cet exemple? Oui, on se le dit. Ma sœur se l'est dit aussi. Ta sœur est aussi passée par là ? Ma sœur est aussi passée par là. Alors, elle a été en couple avec un musulman, donc pendant très longtemps, elle n'a pas bu. Oui. Puis à un moment, elle s'est séparée, donc elle a quand même aussi essayé l'alcool. Mais je pense que tout enfant d'alcoolique, au début, il se dit on ne boira jamais. Ouais. C'est pas bon. Mais moi, en tout cas, le produit, à un moment, m'a appelée. J'ai vraiment eu l'appel du produit. Oui, mais social. Parce que tous les copains, parce qu'on est ados, ou il y avait autre chose, tu penses ? Je pense qu'il y a toujours eu autre chose. Je pense que de déjà avoir vu ma maman réagir dans telle et telle situation, finalement, prendre un petit verre en fin de journée pour célébrer la fin de journée, quand il y avait un stress, prendre un petit verre pour déstresser, quand il y avait le décès, quand elle a perdu son papa,
le verre qui répare, qui soigne, le pansement, le verre pansement. Je pense que toutes ces choses-là ont été inscrites en moi au fur et à mesure des années, de manière complètement inconsciente, mais qui à un moment ou à un autre sont revenus et ont fait que j'ai eu ces réflexes d'aller moi aussi voir si l'alcool ne pouvait pas m'apporter ces petites solutions. T'avais besoin de réconfort, tu penses ? Moi, j'ai besoin, et je l'ai trouvé dans l'alcool, mais après j'ai dû le trouver autrement, j'ai besoin d'une béquille pour vivre. Ok. Clairement. Pour moi, la vie est quelque chose d'hyper compliqué, mes émotions, c'est quelque chose d'hyper compliqué, et j'ai besoin d'outils pour vivre. Je suis arrivée sur Terre sans mode d'emploi, et le premier mode d'emploi que j'ai trouvé, c'est l'alcool, en fait. Et quand, plus tard, j'ai décidé d'enlever l'alcool, il a fallu qu'on me donne un autre mode d'emploi, parce que sinon, je n'allais pas y arriver. Et à quel âge est-ce que tu te rappelles du premier verre d'alcool que tu consommes, mais pas festif, en mode ça commence par la fête, mais tu dis ça me fait du bien en fait. Premier verre d'alcool que je consomme, je dois avoir 13-14 ans. C'est lors d'une soirée sur le campus. Une soirée mousse, je crois, c'est une bière. Ça n'a aucune importance finalement de ce que ça a pu être. Mais en tout cas, quand je l'ai bu, je trouve ça très mauvais. Mais ça me fait un truc dans le cerveau, un peu comme dans Astérix et Obélix. Vraiment. J'ai eu ce sentiment-là de « Waouh, là, il y a un truc qui se passe ». Ce soir-là, j'ai pas dû en boire beaucoup parce que je trouvais ça vraiment pas bon et voilà. Pas ton truc. Mais il y a eu quelque chose. Je peux pas nier, il y a eu quelque chose. Et puis en fait, très vite, quand on rentre en secondaire, finalement, nous en plus, en face de l'école, il y avait un café. Donc, dès qu'on avait une heure de fourche, moi, j'avais la chance d'avoir sur ma carte les boules vertes pour sortir à telle heure, machin, telle boule. Et donc, j'avais la chance de pouvoir aller au café en face de l'école pour, pendant mon heure de fourche, boire un petit verre avec les copains, Est-ce que tu étais une ado plus libre de part du fait que ta maman sombre dans l'alcool et que du coup, elle est peut-être occupée à autre chose et que ton papa, lui, se réfugie dans le boulot? Est-ce qu'ils sont moins sévères, moins stricts et plus de liberté, du coup? J'ai pas du tout l'impression d'avoir été une ado qui a été laissée de côté dans la rue et tout ça. Pas du tout. Parce que mon père, il était super cadrant. Ouais. Quand il rentrait le soir à 5h30, 6h, mais par exemple, il allait s'écrouler dans le canapé jusqu'à 19h, donc il soupait pas avec nous. Mais si mon père disait quelque chose, il avait intérêt à ce qu'on marche droit parce que... Donc, non, j'ai pas eu... mais par contre... T'étais pas t'étais pas livré à toi-même. Non, j'étais jamais dans la rue à traîner. Mais t'avais le droit de sortir, t'avais le droit de voir des copains. Voilà. En tout cas, cette carte de sortie... était verte. Mais elle n'était pas verte pour tout. Mais en tout cas, pour les heures de fourche, j'avais le droit d'aller au café d'en face. Mes parents, mais en tout cas ma maman, parce que c'était pas mon papa qui s'en était occupé du tout. Le point de vue scolaire, c'était vraiment ma maman. Ma maman ne voyait pas le danger là-dessus. Ah oui, c'est ça. De par son histoire ou pas, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, j'avais réussi peut-être à magouiller pour pouvoir sortir. Voilà. Et donc voilà, donc très vite, les heures de fourche, on les passait en face. Et assez vite, finalement, quand j'y pense... Aujourd'hui, avec le recul, moi, je me sentais grande, évidemment. À 13-14 ans, je me sentais vraiment grande. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes de 13-14 ans, c'est des bébés, quoi. Ouais. Mais moi, à 13-14 ans, je me sentais grande. Et donc, moi, pendant mon heure de fourche, c'était normal que je prenne une bière, un martini. Je sais pas si on peut citer des marques. Mais les autres copains font ça aussi. Mais les autres copains prenaient une bière, un coca, un Fanta. Mais c'était rarement quand même un martini ou un alcool autre. Fort, moi, déjà à cet âge-là, j'ai intégré ces alcools un peu plus forts. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Je pense que la pub à ce moment-là, voilà, c'était coloré, c'était joli, c'était sucré. T'étais attirée par ça. Je trouvais pas ça bon, la bière. Ouais. En tout cas, la bête bière, je trouvais pas ça bon. Il me fallait quelque chose de sucré et je trouvais mon plaisir là-dedans. Et par contre, ce que j'ai très vite senti, mais que j'ai conscientisé avec le recul, c'est que comme ma mère, une fois que je commençais, je savais pas m'arrêter. Ça, tu conscientises très vite. Avec le recul, je le conscientise. Ah oui, pas à ce moment-là. Mais en fait, non, à ce moment-là, je ne m'en rends pas compte. Mais aujourd'hui, je sais que déjà à ce moment-là, moi, une fois que le premier verre, la première gorgée était dans ma bouche, là, il y a un truc qui se fait dans ma tête et il faut que ça descende, quoi. Et tu crois que ça, c'est un signe du début de l'alcoolisme ? Pour moi, oui. Ah oui. Dans les groupes de parole, c'est ce qui ressort quand même. Ouais. Ok, ça c'est vraiment un trigger auquel il faut faire attention. C'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. À partir du moment où, quand tu entames le premier verre, tu as du mal à t'arrêter, ou bien tu vas pouvoir t'arrêter, mais ça va devenir, tu sais, une obsession.
Parce que moi, par exemple, je buvais... Évidemment, un alcoolique, il n'est pas obligé de boire tous les jours. Hein. Moi, à 14 ans, je ne buvais pas tous les jours. Mais par contre, si je savais que j'avais ma soirée du vendredi, waouh, dès le lundi, je pensais à ma soirée du vendredi et à l'habitude que j'allais me mettre. Ouais. Tu vois ? Et là, ça devient une obsession. La maladie, elle est aussi mentale. C'est ça. Et donc, ce n'est pas que physique, c'est aussi le mental. De se dire, OK, il est midi, on ne boit pas maintenant, mais à 4 heures, waouh, à 4 heures, on va s'en affonner 2-3 et ça va faire du bien. Et donc, là, on se rend compte qu'il y a un problème. Ok. Et donc, voilà, j'arrive malgré tout à finir mes secondaires. Alors, je ne suis pas la super élève, mais j'ai une moyenne. En fait, l'école ne m'intéresse pas beaucoup. Okay. Voilà, les matières ne m'intéressent pas. Je trouve que les secondaires, c'est inintéressant. Et tu rêvais de quoi quand tu étais petite ? Tu rêvais d'exercer quel métier ? Tu rêvais déjà d'être enseignante ? Je rêvais d'être péricultrice. Ah oui, donc les enfants, tout ça. Dans le même domaine, les enfants, j'aimais beaucoup. Mais alors, par contre, quand on m'a annoncé en réto que pour être péricultrice, il fallait recommencer en 4e secondaire, j'ai dit, ah là, les gars, il ne faut pas jouer avec mes pieds non plus. Quoi, hein. C'est non. J'aime bien l'école, mais quand même. Et donc voilà, moi, l'école, pendant toutes mes humanités, m'a sauvée. Vraiment. Okay. Ça m'a sauvée à la maison. Et à la maison, c'était l'enfer de plus en plus. Ah oui, ça se dégradait vraiment. C'était la guerre avec ma maman. C'était la guerre au point où... pour vous dire, à un moment, elle m'a traité de déchet de matrice. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, matrice. J'ai dû aller voir au dictionnaire pour comprendre. Donc, c'était vraiment très violent, verbalement. Oui. Physiquement, on se balançait des trucs dans la figure. Mais toi aussi, vraiment... tu lui renvoyais non, parce qu'en fait, il y avait des moments où, quand c'était tellement violent, parfois, je l'appelais la machine à claques. Elle pétait des câbles. Et donc, je me mettais en boule et j'attendais que ça passe. Quoi. Non, j'ai jamais osé lui retourner. Oui. Non, à un moment, je n'osais plus, quoi. Ça dépassait ce que j'étais capable de... Ça devenait irréel, en fait. C'est ça. Mais à cette époque-là, en fait, pour moi, ma mère, ce n'était que ça. Que violence, agressivité. Pour moi, il n'y avait pas autre chose, en fait. Tu cherches Aujourd'hui, je sais que j'ai une maman. J'en parlerai tantôt parce qu'en fait, ma mère a plein de beaux côtés. Ouais. Ma maman a arrêté de boire maintenant depuis 10 ans. Donc, c'est une grand-mère extraordinaire. Et en fait, j'ai une maman super... Enfin, j'ai une mamie super, parce qu'elle a arrêté de boire quand elle est devenue mamie. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'elle pouvait tout ça. Que ça pouvait être une maman sans alcool. Même pas elle-même. Non, probablement. Oui. Mais donc, voilà. Et donc, l'école, tu te réfugies. Et à ce moment-là, il n'y a pas une théâtre, prof. Ouais, je fais du théâtre. On fait une comédie musicale. Enfin, non, moi, ça me sauve la vie, quoi. Okay. Je crois que si je n'ai pas l'école, j'ai un côté très, très noir, où j'ai quand même parfois des envies... l'adolescence, c'est quand même vachement dur, soyons clairs. C'est pas tout rose et pas carrette. Donc, l'alcool m'aide à bien oublier ma vie, à bien oublier beaucoup de difficultés. Et il y a des moments où je suis parfois très noire. Et si j'ai pas l'école, si j'ai pas les copains... En même temps, c'est très bizarre parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Et en même temps, je me sens chaque fois à l'écart. Ah. Ouais, je me sens... Mais tu te sens différente Je me sens différente, ouais. Okay. Je me suis jamais sentie à ma place. Je me rends compte, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui vont trop vite dans ma tête et que je m'entends mieux avec les adultes. Ah oui. Plutôt qu'avec les gens de mon âge. Je trouve qu'on n'a pas les mêmes problèmes. T'es très mature. Ouais, enfin, ils me parlent de trucs... bébé, enfin, moi je suis là, j'ai parfois des problèmes tellement waouh, ma vie est parfois tellement compliquée que leur truc t'as un décalage d'ado, relou. J'ai envie de leur dire, c'est de rien. quoi tu te plains. Oui, c'est ça, de quoi tu te plains, quoi. Donc voilà. Et donc l'alcool, l'alcool m'aide de plus en plus. Et donc t'es en réto, là tu vas entamer du coup mes études supérieures. Ouais. Et donc là je prends ma liberté. Ouais. J'ai la chance que mes parents me payent un cote. Et là, c'est ma bouteille et moi, liberté. Ah ouais, ta bouteille et toi. Ah ouais. Là où l'alcool fait partie de ma vie en secondaire, est une copine comme les autres, là, je colloque avec l'alcool. Ah ouais. Et ça se manifeste comment ? Ça se manifeste que je me rends compte que l'alcool a beaucoup de place dans ma vie, mais que je me rends compte que c'est quelque chose qui peut être dangereux pour moi et que donc il faut que je m'automette des règles. Okay. Donc, je vais me dire... Donc, je commence des études que j'adore, des études d'institut maternel. Ça, vraiment, Tu t'éclates. Ah ouais, j'ai toujours eu du mal à comprendre les jeunes qui ne trouvent pas leur voie. Je trouve ça tellement triste. Moi, j'ai trouvé ma voie. J'ai tout de suite su que c'était ça. Et là, j'ai excellé, quoi. Autant en secondaire, j'étais toujours...
le minimum. Ouais. Là, moi, j'ai excellé, j'étais première de promotion, j'ai adoré ce que je faisais, c'était génial, je prenais mon pied, c'était le pied. Mais donc, je voulais pas rater, je voulais vraiment réussir, finir, etc. Et donc, je savais que si je commençais à boire, ça allait être compliqué. Ouais. Et donc, je me disais, il faut que je termine tout pour pouvoir commencer à boire. Donc, il fallait que je fasse mes devoirs, que j'étudie, que machin. Et puis, je m'autorisais un verre. Récompense, voilà. C'était le truc pour clore au départ la semaine. Donc, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et puis, petit à petit, c'est venu de plus en plus dans ma vie. Et c'est devenu tous les soirs le petit verre, avec les années. Tu le caches ? T'as honte ? Tu sais que c'est pas normal ? Alors non, parce que en secondaire, déjà, je suis la nana super cool parce que j'ai une bonne... cool, en fait. Ah ouais, mais je suis une bonne descente. Moi, je tiens super bien à l'alcool. Je suis pas malade. Donc non, je suis la meuf super chouette. Je tiens bien à l'alcool. Super copine de soirée. Ah ouais, à fond. En plus, j'ai pas de problème parce que j'ai pas le permis. Donc tous ces problèmes-là, on n'y arrive pas. Et quand j'arrive au supérieur, en fait, la première année, je suis une des rares à avoir un code. Donc c'est sympa d'avoir la copine chez qui on peut aller faire la fête. Donc non, je le cache pas. Et puis en fait, il y a aussi tout ce que les séries nous véhiculent. Moi, je me souviens de certaines séries où on les voit boire leur verre de vin dans la baignoire. Et moi, j'avais une petite baignoire sabot dans mon truc et j'étais là recroquevillée avec mon petit verre de vin et je trouvais que ça faisait cool, ça faisait bien et tout. Donc ouais, non, je revendique ça. Mais on te dit jamais, Virge, peut-être. Les premières années, non. La première année, non. Parce que l'alcool n'a pas encore pris trop de place. Okay. Après, petit à petit, moi, j'ai un alcool qui me rend quand même de plus en plus triste. Et donc, au fur et à mesure que je bois, l'alcool me rend dépressive. Et donc, la meuf qui est super sympa, super rigolote et tout, petit à petit, elle devient un peu tristounette. Et là, ça amuse nettement moins les gens. Ah ouais. Et donc, surtout la dernière année de mes études, là, je bois vraiment tous les soirs. Mais tu buvais seule, du coup ? Et donc, je buvais seule, la plupart du temps, parce que tous les soirs, les gens ne venaient plus chez moi. Et donc, là, je commence à vraiment déconner, à envoyer des messages à gauche, à droite, parce que je suis pas bien, parce que je déprime, parce que je vois les choses en noir. Et donc, les choses deviennent vraiment compliquées. Et on te tend une main ou pas ? On te tend une main ? Au début, oui. Au début, en fait, avec l'alcool, les choses sont, j'ai envie de dire, ensoleillées. On dérange pas, les gens sont là pour faire la fête avec nous. Et au fur et à mesure, c'est comme s'il y a un gros nuage qui vient se mettre devant le soleil et tout devient gris. Et moi, j'arrive dans cette période où tout devient gris. Donc, au départ, je commence vraiment à rentrer dans une grosse dépression parce que l'alcool me rend dépressive, parce que tout ce qui s'est passé avec mes parents remonte. Il y a d'autres choses qui sont compliquées, qui sont là aussi. Et donc, en fait, tout commence à devenir noir et cet alcool me rend de plus en plus dépressive. Je commence à ne plus être bien du tout dans ma vie. Cet alcool qui était fun, en fait, me met de plus en plus noir, de plus en plus triste. Mais tu te dis pas, je vais arrêter l'alcool ? Non, parce que j'ai vraiment l'impression que si je bois pas, je vais crever. Ah ouais. J'ai l'impression que si je bois pas, tout ça va m'étouffer, en fait. Que j'en ai besoin pour survivre, quoi. Alors, à ce moment-là, je vais voir des psys, des psychiatres pour essayer de combattre la dépression, etc. On me file des médocs, machin, mais... Et tu parles de l'alcool aux psys et aux psychiatres ? Non, pas trop. Et on ne te pose pas la question non plus ? Non, pas trop. Mais alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on me file des médocs, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans l'alcool, c'était pas le goût. Je sais pas si vous vous souvenez, ce que j'aimais bien dans l'alcool, c'était un peu l'effet que ça me faisait. Le fait d'oublier, Et donc, ça me fait planer. Sauf qu'au bout d'un moment, l'alcool, à ce moment-là, il me fait plus planer. Ah oui. Il me fait me rappeler de trucs négatifs. Sauf que quand tu rajoutes des médocs là-dessus, tu repars un peu dans les nuages. Et donc, je commence à mélanger alcool, médoc. Et là, t'as quel âge ? 21, entre 20 et 22. Dans tes études, quoi, en plein. Dernière année. Et t'arrives à gérer tes études quand même, à faire tes stages ? Ça devient très, très dur. Ah ouais. Ça devient vraiment dur parce que quand tu mélanges alcool, donc bien bourré, médoc, je parle des anxiolytiques, etc. Donc, je te parle d'une dizaine d'anxiolytiques que tu prends, t'es défoncé et tu planes complètement. Le lendemain matin, quand tu dois te lever pour aller au cours, ça devient dur. Mais l'amour est arrivé. L'amour est arrivé. L'amour est arrivé au bon moment, je suppose. Alléluia. Et elle m'a fait tenir le coup. Elle m'a dit... Elle, l'amour ou elle... L'amour, une. Une. Chose que je ne m'attendais pas non plus. Raconte-moi. Je ne m'y attendais pas du tout. T'avais eu des petits copains avant ?
Alors, hier, je me suis un peu souvenue de mes histoires d'amour. J'ai eu mon premier petit copain. Non, j'ai eu mes petites amourettes en primaire, etc. Des garçons. Et puis, j'ai eu mon premier vrai petit copain que j'ai embrassé à la descente du Dalton Terror. Probablement que j'étais un peu traumatisée, certainement. J'avais 16 ans. Ça a duré quand même 2-3 ans. Ah, quand même. Ouais. Mais dès qu'il fallait passer à l'acte... Gros, voilà, je me suis fait percer le nombril pour pas passer à l'acte. Enfin, vraiment, de bonnes excuses pour. Voilà. Non. Mais je ne pose pas de questions. Non, je mets ça, voilà, non. Et donc, à un moment, je pose quand même, vers la fin de l'adolescence, un jour, je suis dans le lit avec ma sœur et je parle des chefs scouts et je lui dis, est-ce que tu crois que je pourrais aimer un tel Est-ce que tu crois que je pourrais être homo Et ça, c'est une discussion qui dure 3 minutes. Elle m'envoie promener et on n'en parle plus jamais. Et voilà que j'arrive à la fin de mes études supérieures et que je rencontre celle qui sera ma compagne pendant 20 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu la rencontres comment ? À l'école. Comme ça, en cours, genre en cours. Classique. Tu la vois ? Je la vois. Je la vois en fait déjà depuis 2 ans, puisque en réalité, c'est ma prof. Ah ! Ouais. Donc, on a un gros écart d'âge. Ok. En réalité, elle a été mariée aussi pendant 20 ans. Elle est divorcée. Donc, elle ne s'imagine pas du tout qu'elle puisse être homosexuelle également. Je pense qu'elle voit que je ne vais pas bien. Ok. On discute beaucoup. Et un jour, ça dérape. Voilà. Bisous. Et donc, comme me dit une copine, tu t'es tapé ta prof. Donc, je ne savais pas ce qui était le plus terrible. Le fait qu'on avait 24 ans d'écart, que je me sois tapé ma prof ou que c'était une femme. Enfin, en tout cas, voilà, les trois étaient réunis. Voilà. Ça fait beaucoup en une fois. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je ne l'ai pas choisi. Et ce qui est super bizarre, c'est que je me souviens, à la fin de mes secondaires, j'étais sur la terrasse chez mes parents et j'avais dit, je sens que là, au supérieur, je vais rencontrer l'amour de ma vie. J'avais eu un pressentiment, mais pas du tout en imaginant qu'elle aurait une poitrine et que... Voilà. Mais voilà. Et donc... Et t'as eu un coup de foudre ? Ouais. C'est dingue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc... Il me la fallait. Il te la fallait. Il me la fallait. Et j'ai tout fait. J'ai osé faire des trucs. Putain, c'était quand même ma prof, quoi. Et elle, vous en parlez parce que bon, ça dérape. Mais après, vous faites. Ouais, on en parle. On dit qu'il faut surtout pas que ça se sache. Ah oui. Surtout que j'avais pas encore fini mes études. T'es dans une école catho. Après, c'était prof de sport, hein, donc ça va. C'est un demi-mal. C'est pas très grave. Il restait quelques mois à tirer, et donc. Il faut pas que ça se sache. Il faut pas que ça se sache. Elle a des enfants. Elle a des enfants en pleine adolescence, 13 et 16. Ouais. Donc toi, t'as 22. Ouais. Et elle a 44. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et donc, voilà, on commence comme ça. Donc, c'est se voir à la sauvette, c'est se faire dessiner, c'est se voir dans sa voiture, c'est se voir le soir tard jusqu'à 2h du matin sur des parkings, c'est se faire arrêter par la police parce qu'on est en train de frichetouiller sur un parking. Voilà, c'est... de belles années, de belles anecdotes. Ouais, des beaux plein moments. de belles anecdotes. Après, malheureusement, on a dû se cacher pendant longtemps parce qu'elle l'a pas su l'assumer pendant très très longtemps et donc ça a été compliqué. Et toi, t'avais quel rapport à la maternité quand avant de la rencontrer, tu vois, est-ce que tu voulais être mère, est-ce que tu t'imaginais avec un homme? Alors moi je voulais être maman à 16 ans, je sais pas pourquoi. 16 ans, je trouvais que il fallait être maman jeune, je trouvais ça génial, Après j'étais un peu rebelle, hein, donc maman à 16 ans, je trouvais ça très bien. Mais ce que je savais, c'est que en fait, je ne savais pas que j'étais homo, mais je savais que je voulais pas coucher avec un mec. Donc ça devenait compliqué. Oui. Et à l'époque, on parlait pas de PMA, on parlait pas de tout ça. Adoption peut-être. Ben non, j'allais être nonne. Voilà, j'allais être nonne. Je n'avais pas la solution, donc j'allais être nonne puisque je ne trouvais personne. D'accord. En fait, moi, oui, j'allais être nonne. Ok. Bon. Oui, je crois que j'ai vraiment bien occulté le fait d'être homo. Hein. Je crois que ça, je l'ai vraiment bien occulté. Donc voilà, je me disais, je vais être nonne toute ma vie et voilà, je serai pas maman. Et puis, quand je l'ai rencontrée, en fait, comme elle avait déjà 2 enfants et que c'était l'adolescence et que ça se passait franchement pas bien, elle m'avait clairement dit non, pas d'enfant. Hein. Ah oui. Ouais, pas d'enfant. Et moi, je me suis dit, en fait, je suis instite, des enfants, j'en ai toute la journée. Finalement, je peux m'en passer. Donc, ok, pas d'enfant. Ok. Donc, on en reste là. Même si c'était vraiment un truc que j'avais... Finalement, moi, je veux faire ce métier depuis toute ma vie. Donc, des enfants, j'ai toujours aimé. Donc... Mais ok, pas d'enfant.
Donc on en reste là pendant finalement une dizaine d'années. Et quand tu la rencontres, donc là c'est le moment où tu sombres, mais donc là tu remontes un petit peu la pente quand tu la rencontres. C'est pas que je remonte, c'est que je suis vraiment en train de sombrer, donc elle m'empêche de tomber, clairement. C'est elle qui m'emmène voir des médecins et des choses comme ça. Tu lui en parles? Ouais. Elle sait, le voit. Hein. En fait, elle le voit à l'école. Elle me voit couler. Moi qui suis une excellente élève depuis ma première, elle me voit me casser la figure et en fait, elle m'interpelle en disant il y a quelque chose qui se passe. Je le vois bien. Ah oui, c'est comme ça que vous avez commencé à discuter, à vous rapprocher. Donc, voilà. Et tu lui dis, là, écoute, j'ai un problème avec l'alcool. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai jamais parlé de l'alcool. J'ai dit, ça va pas dans ma vie, en fait. Il y a mes parents, il y a ci, il y a ça. Ça ne va pas. J'ai des problèmes aussi où je m'alimente de moins en moins. Et donc tout est lié. Elle me dit, il faut que tu ailles voir un médecin. Elle m'emmène chez le médecin. Le problème, c'est que le médecin me fait des tas d'ordonnances anxiolytiques. Moi, je fais melting pot avec tous ces médicaments, alcool, petit cocktail sympa. Et donc, finalement, on s'en sort un peu rien qu'à deux. Je finis mes études et j'arrive sur le marché de l'emploi, mais elle me prend vraiment sous son aile. Donc, au départ, c'est vraiment... Elle est presque une relation maternelle, quoi. C'est ça. Vraiment. Je crois qu'elle remplace un peu la mère qui prend pas soin de moi à ce moment-là. Mais t'es amoureuse. Mais oui, je suis dingue d'elle. Ah ouais. Complètement, c'est l'amour de ma vie. Ouais. Et donc, j'accepte tout, en fait. J'accepte d'être cachée, j'accepte de ne pas rencontrer ses enfants, j'accepte de l'appeler ma reine devant les inconnus. Puisqu'on a 24 ans d'écart, j'accepte quand on me dit votre maman, je dis oui, ok. Enfin, j'accepte tout. Ouais. J'accepte tout parce que je l'aime à la folie. Mais dans ton fort intérieur... Ah, moi, c'est l'amour de ma vie. Je sais que je ferai ma vie avec. Je sais que je resterai avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que je sais qu'elle mourra avant moi. Enfin, je la vois petite vieille que je vais pousser dans sa charrette. C'est dingue. Ok. Donc, et comment mais je sais qu'il faut le temps. Ok. Je sais qu'il lui faut le temps. Maintenant, j'imaginais pas que ce serait autant de temps. Mais voilà, j'accepte en fait. Je crois aussi que j'ai tellement besoin d'amour qu'en fait, je suis prête à tout pour... Et toi, on ne te pose pas la question, on ne te dit pas, et toi Virginie, l'amour, quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un, faire un enfant? Non, je crois que ça va. Non. Ça va. Non. Après, je suis vraiment à ce moment-là en rupture familiale. Ah oui. Je vois plus mon père, ma mère et ma sœur. J'ai coupé les liens avec tout le monde. Je vais tellement mal que je coupe les ponts avec tout le monde. À ce moment-là, je creuse encore un peu avec l'alcool et tout ça, je creuse de plus en plus parce que, mine de rien, elle est là, mais moi, j'ai du mal à aller bien. Mais oui, c'est j'allais dire, dans ton fort intérieur, t'es folle amoureuse, mais en fait, dans ton fort intérieur, ça va pas. Bien. Non, ça va. Parce qu'en plus, là où tu es extrêmement amoureuse de cette femme... Mais moi, la maladie, faut pas oublier que c'est quand même une maladie. L'alcoolisme est une maladie. Il y a la dépression qui s'est rajoutée. Ça aussi, c'est une maladie. Ouais. Et en fait, je vais de moins en moins bien. Je vais plus bien du tout. Et donc, je termine mes études, mais je m'écroule intérieurement. En fait, j'ai atteint... l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire finir mes études, et puis je m'écroule. Et donc, je rentre dans une grosse dépression, je picole, Là, t'es de plus en plus seule, du coup. Je suis seule et entourée en même temps. À l'intérieur, je me sens seule, mais je reste entourée. Elle est encore là. Je commence quand même à chercher un job. Je me souviens, j'envoie 300 CV, je crois que j'ai 3 réponses et j'ai 2 emplois qui s'offrent à moi. Et donc j'ai quand même du boulot, je commence à travailler. En même temps, comme je commence à travailler, j'ai 22-23 ans, je reçois mes premiers salaires, je m'installe. Mais en même temps, premier salaire, je me sens riche, donc je fais la fête, je vis la grande vie, alors qu'à l'époque, si je vous dis quel était le salaire que je touchais, c'était 3 fois rien. Dis-nous quand même. C'était 1300 €, enfin, on vit rien avec 1300 €, c'est hallucinant. Donc, premier salaire, c'est la grande vie, et en même temps, je me sens... quand je pense que mes parents, à 22-23 ans, étaient déjà avec une maison, parents, machin et tout, moi, 22-23 ans, je paye pas mon loyer, je fais n'importe quoi, je paye pas mes factures, je les reçois, je les mets limite à la poubelle, j'en ai rien à faire de rien. Quand je crois que je fais une grosse crise d'adolescence, quoi. Mais t'es pas bien. Je suis vraiment pas bien, et heureusement, elle est là. Et donc, elle est là, et derrière, elle, en fait, elle a l'attitude que moi, j'ai eu enfant avec ma mère. Elle va sauver tout ce qu'elle peut sauver. C'est-à-dire que les factures, elle les paye, le loyer, elle les paye. Si je fais des conneries avec ma bagnole, elle est là pour réparer les conneries. Quand je l'appelle complètement bourrée parce que je vais pas bien, elle débarque. Et donc, en fait, elle a l'attitude du sauveur. En fait, elle a l'attitude de tout proche de personnes alcooliques, c'est de vouloir me sauver. Oui. Sauf que c'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un qui a un problème d'alcool. Et donc on va être dans ce système comme ça pendant 3 ans facilement,
où petit à petit, en fait, on fait couple à 3. Hein. Ouais. Il y a elle, moi et la bouteille. Ah oui. Et donc, comme je ne gère absolument plus... En fait, moi, je me suis vraiment à ce moment-là fixé... Mon boulot est hyper important pour moi. Je ne veux pas boire au boulot. Ça, j'ai vraiment cette conscience. Mais dès que mon boulot est fini, que j'ai fini de préparer mes cours du lendemain, à 5 heures, je picole. Et le matin, tu picoles pas? Le matin, je picole pas. Et c'est comme ça jusqu'au lendemain. Mais par contre, quand tu te tapes une gueule de bois le lendemain, aller supporter 25 enfants, ça devient quand même difficile. Et c'est comme ça, finalement, quasiment tous les soirs, tous les jours. Et tes collègues, ils se rendent pas compte? Non, je crois pas. Okay. Après, je crois que je tiens bien, je gère bien, j'ai toujours fait un super boulot. Donc... Tu crois qu'on aurait osé te le dire? Avec toute l'expérience que tu as maintenant? Moi, je me suis déjà permise de dire à une collègue, tu as bien fait la fête hier. Donc, Oui, mais parce que tu as aussi cette histoire. Ouais. Et je pense que c'est important de peut-être oser le dire. Ouais. Moi, je crois que c'est ce qui permet d'avoir les déclics. Oui. Je ne sais pas si on aurait osé me le dire. Ouais. Bref. En tout cas, je pense que si j'avais eu un comportement problématique, on me l'aurait dit. Parce que je sais qu'on en a viré pour moi. Oui, mais tu as toujours été, tu as eu cette conscience, tu as toujours été très scolaire, tu fais les choses bien, tu en as conscience. Mais quand même, est-ce que ça n'aurait pas aidé si quelqu'un avait eu le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage, d'aller dire, en plus à une femme, enfin, tu vois, l'alcool, ça va, ou, enfin, tu vois, plusieurs fois, j'ai remarqué. Je suis très jeune, hein. Ouais, oui, en plus. Et un jeune qui fait la fête, c'est normal. C'est normal. Je veux dire... Ouais. Je travaille, j'ai 25 ans. Enfin, pourquoi je ne ferais pas la fête quand j'ai fini de bosser? Évidemment. Où est le problème? Il n'y a pas de problème, en fait. J'ai pas d'enfant, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la fête? Exactement. À quel moment, du coup, donc, vous êtes dans cette situation un peu compliquée où elle essaye de te sauver pendant 3-4 ans? On est dans une situation vachement compliquée parce qu'en fait, comme moi, je ne gère plus rien au niveau financier, elle garde quand même ma carte de banque. Ah oui. Et donc, à la fin, tous les jours, elle me donne 5 ou 10 euros pour que je puisse aller acheter mon sandwich à midi. Donc, c'est quand même la jeune. Hein. Ouais. Mais toi, tu t'en rends compte que tu... Ça m'énerve, mais je sais qu'elle a raison, en fait. Mais tu te révoltes pas contre elle? Bah non. Et puis comme j'en suis déjà à 2 bagnoles de péter parce que j'adore rouler bourré, que je pète ma bagnole, j'ai de plus en plus de dettes. Donc, à la fin de ma consommation, j'ai quand même 25 000 euros de dettes. Ah ouais. Donc elle a raison, en fait, parce que là, je suis en train de me flinguer toute seule. Mais tu es dans une optique d'autodestruction à ce moment-là? Oui, complètement. Mais pas... C'est pas conscient, mais c'est... C'est pas conscient. En fait, je voudrais... Elle est en partie quelque part responsable, en tout cas, je la tiens en partie responsable parce que j'ai envie de faire ma vie avec elle. En même temps, elle me met des freins et elle a raison. Elle assume pas son homosexualité. Donc, par rapport à ses enfants, je suis la jeune qu'elle aide, machin et tout. Mais bon... Au bout de 7-8 ans, enfin, un moment, ras-le-bol, quoi. T'as envie de dire, assume, quoi. Quand je vais chez elle, je dors sur un matelas pneumatique à côté. Enfin, c'est bon, t'as plus envie, quoi. En même temps, moi, j'ai mon boulot, machin. J'ai envie d'acheter une maison. Mais elle veut pas se mettre en ménage avec quelqu'un qui consomme, ce que je peux comprendre. J'ai 25 000 euros de dette, tu parles d'acheter une maison, enfin, faut rester cohérent. En même temps, chaque fois que j'ai bu, ça finit en cacahuète entre nous. On se dispute. Parce que de nouveau, c'est la même chose qu'avec ma mère. Elle essaye de me freiner. Qu'est-ce que moi je fais? Je fais tout pour défendre mon verre. Et moi, je suis, comme ma mère, hyper agressive. Tu m'empêches de boire, mais moi, je peux te flinguer, quoi. Je deviens quelqu'un d'autre. C'est... Alors, ça aussi, je me souviens des repas qu'on avait parfois à table où j'essayais... là, je n'étais pas encore agressive, mais on allait manger, par exemple, un steak avec du vin rouge. C'est elle qui m'a un peu initiée au vin rouge, vin blanc, machin et tout. Avec un steak, on mange du vin rouge, avec du poisson, on mange du vin blanc et tout. Ça, j'avais bien compris la notion. Et donc, j'allais reprendre du steak pour avoir du vin rouge. Il n'était pas question qu'on remette le bouchon sur la bouteille de vin rouge, qu'on la remette au frigo. Non, j'allais la terminer. J'allais rouvrir une bouteille avec le morceau... Enfin... Tout est contrôlé, tout est réfléchi pour consommer. Mais toi, tu as conscience que là, tu sombres dans l'alcoolisme, ou que tu fais et que tu as les mêmes comportements, que tu répètes le même schéma que ta maman? J'ai des moments de prise de conscience, mais tous les jours, non, j'en ai pas conscience. Ouais. J'ai vraiment des moments. Par exemple, un moment, je suis complètement torchée. Ça, c'est vraiment un des gros éléments qui m'a... Je suis complètement torchée. Je suis chez elle en week-end parce que finalement, je vais quand même passer de plus en plus de temps chez elle pour finalement m'incruster et finir par y vivre. Et on décide de ne plus payer mon loyer d'appartement et je m'installe chez elle. Mais donc, je suis complètement bourrée. Je monte à la salle de bain et je me retrouve devant l'évier. Et là, je me regarde et je vois ma mère. Ma mère bourrée. Et je me dis, putain, ça peut pas... Voilà. Et ce jour-là, je suis tellement ivre que j'arrive même pas aux toilettes et que je me fais pipi dessus. Donc, pour vous dire à quel point j'étais défoncée.
Mais là, c'est un moment de prise de conscience. Je me dis, ouais, il y a quand même un sacré souci, quoi. Et j'ai 27 ans. Un autre moment aussi où c'est une grosse prise de conscience. J'ai une cousine que j'adore et qui a été aussi vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue pendant toutes les années où j'étais enfant, etc., adolescente, qui me demande d'être marraine. Et pour moi, c'était un truc, moi qui voulais être maman, être marraine, c'était un truc hyper important, surtout que j'avais eu une marraine qui m'avait beaucoup épaulée les premières années de ma vie, mais qui est la sœur de ma maman et qui consomme beaucoup. Et je me souviens que c'était un truc qui me dérangeait aussi. Et quand on m'a demandé d'être marraine, je me suis dit, ouais, mais je veux pas être une marraine qui consomme. Et donc, voilà. Et ce petit bout de chou est né à 7 mois. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, putain, non, quoi. Il arrive beaucoup trop tôt. Ouais. Il m'est resté 2 mois encore pour boire. Enfin, j'avais décidé quelque part dans ma tête, parce qu'en fait, plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter de boire. Je me rends compte que j'ai quand même un problème, que ça fout quand même ma relation de couple en l'air, que ça fout quand même pas mal de trucs en l'air. Je pète quand même des bagnoles, ça coûte cher des bagnoles. Je casse quand même beaucoup de choses. Et donc, j'essaie quand même plusieurs fois par moi-même d'arrêter de boire. Mais en fait, j'y arrive pas. Chaque fois, je me dis, je vais... Et en fait, non, je recommence. Et puis, ça me rend quand même de plus en plus noire. Et je commence à faire vraiment... être dépressive, quoi. Ouais. À plus avoir envie de vivre. Ouais. Je déteste ma vie, en fait. Oh, je déteste ma vie. Et il arrive le moment de trop où je me dispute avec ma compagne. Je prends ma bagnole, je vais au night shop, j'avais déjà beaucoup bu, je m'achète beaucoup de consommation et je roule vers n'importe où parce qu'en fait, je ne sais plus où aller. J'avais déjà parlé avec les médecins que je voulais arrêter, mais ça ne marchait pas. On m'avait déjà donné des cachetons. Et on ne prenait peut-être pas assez au sérieux non plus. Non, parce que dire qu'on a un problème d'alcool... Mon médecin, en plus, était super vieux. Oui. Dire qu'on a un problème d'alcool... T'es une femme, t'as 25 voilà. ans. Et donc, on voyait plus la dépression. En fait, j'avais l'impression que ce médecin-là, en tout cas, s'il soignait la dépression, l'alcool allait partir. C'est ça. Alors qu'en fait, c'était l'alcool qui amenait la dépression. Et donc, ce soir-là, ça ne va pas du tout. Je roule, je bois. Et je me dis, en fait, on se mariera jamais, on n'achètera jamais une maison, j'aurai jamais d'enfants, ma vie, c'est de la merde. Finalement, à quoi ça sert de vivre ? À rien. Et donc, j'accélère, je défais ma ceinture et je fonce dans un pont d'autoroute. Et je me dis, en fait, pas de raison de vivre. Et je choisis vraiment d'en finir. Je veux plus vivre. Je veux plus de cette vie-là. J'arrive pas à vivre avec l'alcool, j'arrive pas à vivre sans alcool et je veux juste crever, en fait. Pour moi, 29 ans et avoir une vie de merde comme ça m'intéresse pas. Et donc, je fonce à 180 à l'heure dans ce pont d'autoroute. Et j'ouvre les yeux, les airbags sont sortis, la voiture est complètement défoncée. Et moi, je suis encore en vie. Et là, je me sens... je comprends pas. Je me sens complètement seule, dans un sentiment vraiment de profonde solitude. Et je me dis, mais en fait, même le bon Dieu veut pas de moi. Et j'ai jamais cru en Dieu, jamais. Mais là, je me dis, c'est quand même hallucinant, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? J'arrive même pas à mourir. Et là, j'ai la phrase que mon père m'avait dite quand j'avais une dizaine d'années. Il m'avait dit, Virginie, il y a que les groupes de parole qui peuvent aider ta mère. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le choix. Je vais devoir aller les voir. Mais groupe de parole, si c'est comme on voit à la télé, je vais voir quoi, moi, des gens complètement bourrés, des vieux, des sales, des gens tout boutonneux, ça a pué l'alcool. Et en même temps, j'ai pas le choix, la mort veut pas de moi. Et donc le lendemain matin... Et du coup, tu sors indemne de cet accident ? Je sors indemne. Oui. Et comme l'univers qui t'envoie un signe. Avec une voiture qui est hors service. Oh, punaise. Il n'y a plus de voiture. C'était la nuit du 6 au 7 juin 2011. Et t'as la voix cette phrase de ton papa qui me revient. Et je suis torchée. Hein. Ah ouais. Je suis défoncée. Et donc, le 7 juin au soir, je franchis la porte du groupe. Et là, ça sent bon le café. Les gens sont souriants. Alors, c'est sûr que je suis la plus jeune. Mais c'est, par rapport à tous les clichés que j'ai, ça a l'air d'aller. Donc, je m'installe. Et en fait, ces gens, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Ces gens m'accueillent. Et ils commencent en fait à me partager leur histoire, à m'expliquer pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils ont réussi à se sortir de l'alcool, etc. Et en fait,
moi qui ai toujours été entourée, pour la première fois de ma vie, j'ai toujours été entourée, mais je me suis toujours sentie seule. Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. Et comprise. Et j'ai un sentiment... Autant on n'a pas le même âge, on n'est pas du tout de la même génération, il y a plein de choses qui correspondent pas. Il y a surtout beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes, enfin il y a vraiment... Mais dans chacun des témoignages, je me retrouve. Quoi. Et ça, c'est juste dingue. Pourtant, je suis encore bien dans les effluves de l'alcool et tout. Oui. Bien secouée, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ça, tu avais été en cachette ou t'en avais parlé ? Non, de toute façon, quand on fait un sinistre total avec sa bagnole et qu'on est récupéré par les flics, on ne s'est pas caché grand-chose. Hein. Ah, mais d'aller dans ce groupe de parole, ça, tu l'avais... En plus, le pire, c'est que j'ai fait ça, je me suis crachée à Beuvry, en France. Je ne sais même pas où ça se situe, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver là. Donc, j'ai roulé vers... C'est hallucinant. C'est hallucinant, quand même. Ouais. Quand même, ça c'est incroyable. Oh, mon Dieu, dis. Ouais. Donc, tu es dans ce groupe de parole. Et donc, c'est ma sœur et mon ex-compagne qui sont venus me chercher à Beuvry. Ah oui. Parce que qui ont dû signer une décharge pour me récupérer, quoi. Et donc, le lendemain soir, je franchis la porte. Et ça, parce qu'on te le dit, on dit... Ou alors, c'est toi qui vas de ton plein gré ou ta compagne te dit, bon... Ah non, c'est moi qui... Ah, tu dis, là, maintenant, j'y vais. Oui, il faut que j'y aille. En fait. Avec cette petite phrase. Il faut que je trouve un groupe, il faut que j'aille les voir. Et là... Comment ça se passe ? Et là, donc comme je le dis, je suis accueillie, ça sent bon le café, les gens sont souriants. Et ils me disent qu'en fait, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide, que si je veux, je peux arrêter de boire, qu'on m'oblige à rien, et que je peux arrêter de boire juste un jour à la fois. Alors, déjà qu'on m'oblige à rien, moi, c'était ce qu'il fallait. Parce que si on m'avait dit, tu arrêtes de boire, c'est terminé, je serais repartie. Parce que j'étais une rebelle et donc il fallait qu'on ne m'oblige à rien. Et la deuxième chose, j'avais 29 ans. On m'a dit, tu arrêtes de boire juste pour aujourd'hui. Pour moi, c'était super important que ce soit pour aujourd'hui et pas pour toute ma vie. Parce qu'à 29 ans, ma vie, elle est encore super longue. Et qu'on me dise, t'arrêtes de boire jusqu'à la fin de tes jours. Mais moi, je pars en courant, quoi. Bien sûr. Moi, déjà, affronter une journée sans alcool, c'est juste... comment on va faire, quoi. Et on m'a dit, si une journée, c'est trop long, on coupe ta journée en 2, en 4, on s'en fout. Ça peut être 5 minutes à la fois. Et on m'a dit, t'es pas toute seule. Et alors, on m'a aussi dit, surtout reviens. Il y avait des réunions le lundi et jeudi. Surtout reviens, la prochaine fois, il y aura une autre jeune, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, les anciens étaient inquiets parce que il y avait au moins 25 ans d'écart entre eux et moi. Et donc, ils étaient inquiets que je ne trouve pas ma place. Et donc, effectivement, la fois d'après, il y avait une autre jeune qui avait exactement mon âge, sauf qu'elle avait déjà 5 ans d'abstinence. Ah oui. Et donc voilà comment j'ai fait mes premiers pas. Et comment ça se passe du coup pour se désintoxiquer petit à petit ? Parce que bon, un groupe de parole, ça a l'air d'être magique. J'ai l'impression qu'en fait, du coup, tu rentres dans un groupe de parole et pouf, ça s'en va. Alors, c'est pas comme ça. Alors, déjà, tous les chemins sont différents. Oui. Y a des gens qui ont besoin d'aller en cure, il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui ont besoin de médicaments, il y en a qui n'ont pas besoin. Moi, je peux juste expliquer mon chemin. Oui, ton chemin. Quel était-il ? Mon chemin, c'est que quand je suis arrivée là, en fait, moi, j'ai eu besoin d'aller en réunion tous les jours. Ah oui. Il y avait des réunions tous les jours ? Alors, il y a des réunions tous les jours. J'ai fait ce qu'on appelle 90 jours, 90 réunions. Ok. Donc, j'avais la possibilité d'aller m'asseoir autour d'une table, de rencontrer d'autres alcooliques et de pouvoir aller leur dire vous savez, aujourd'hui, les amis, j'ai pas bu. Et de pouvoir le dire en fait à quelqu'un d'autre qui a la même maladie que moi, en fait, ça nous permet de mieux se comprendre. Parce qu'en fait, on peut être super aimé, on peut être super entouré, on peut avoir des amis vraiment formidables et une famille en or. Moi, ma compagne, elle avait beau m'aimer, elle n'aurait jamais pu comprendre au fin fond de ses tripes ce que ça voulait dire « j'ai pas bu ». C'est comme un fumeur. Un fumeur, quelqu'un qui n'a jamais fumé, si tu lui dis « j'ai envie d'une clope », s'il n'a jamais fumé, il ne peut pas comprendre ce que c'est « j'ai envie d'une clope ». Mais moi, si j'ai envie de boire, si j'ai un craving, que j'ai besoin de boire, celui qui n'a jamais bu, je sais pas, moi, boire un verre d'eau. Et donc, quand je disais à quelqu'un « j'ai pas bu aujourd'hui », lui, il savait exactement tout ce que ça impliquait. Et c'était de la reconnaissance, du coup, qui t'aidait Moi, j'ai vraiment eu l'impression que mon début d'abstinence, ça a été un peu comme le jeu de Mario. J'ai joué au jeu de Mario et chaque jour de passé, c'était comme une petite pièce que je gagnais. Et si tu craquais une fois, c'était grave ?
on essaie de pas craquer. Mais ça t'est arrivé? Alors, non, jamais. Ah, donc dès la première fois où tu es rentrée... Depuis le 7 juin 2011, je n'ai plus jamais bu d'alcool. Incroyable. Ouais. Mais incroyable, non, j'ai juste fait un jour à la fois. Après, je vais vous expliquer pourquoi... pour moi, c'est grave, la rechute. C'est grave parce que... Parce qu'on dit quand même parce que la souvent dernière fois que j'ai bu, il s'est passé quoi? J'ai craché ma bagnole contre un mur. Qui dit que la prochaine fois que je bois, je ne ferai pas la même chose et que je ne me réussirai pas? Oui, ou tuer quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Donc moi, je ne sais jamais ce que je suis capable de faire si je bois un verre. C'est ça. Et donc on dit, reprendre un verre, c'est comme prendre une arme et jouer à la roulette russe. C'est ça. Je ne sais jamais... Vous savez, l'alcool, ça mène quand même à la prison, à la mort, à l'hôpital psychiatrique, ou au rétablissement. Mais il y a quand même 3 endroits où on n'a pas tellement envie d'y aller. Et moi, depuis que je suis abstinente et que je fais partie des groupes de rétablissement, j'ai quand même vécu beaucoup de décès, Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont rebu, qui ont essayé et qui sont pas revenus. Donc, j'ai pas envie d'essayer, en fait. Et puis, en fait, ma vie est tellement mieux. Moi, en fait, tu t'en rends très vite compte. Mais moi, toutes les années que j'ai vécues où j'étais pas bien, tout ce que je viens de vous raconter, maintenant, je vais vous raconter ma vie depuis 14 ans, mais purée, mais moi, je signe à 2 mains tout de suite. Je ne veux plus jamais retourner. Moi, vous me dites, prends un petit verre. Moi, c'est poison, je ne veux plus, quoi. Moi, ça m'a rien apporté, en fait. Non. Tout ce que les gens peuvent peut-être voir du côté joyeux, festif, de la petite coupe, moi, je vois rien de positif là-dedans, rien. Ouais. Moi, quand on me parle d'alcool, je vois vraiment que du noir, quoi. Mais évidemment. Donc, j'ai aucune envie. Mais les débuts sont durs. Hein. Les débuts sont durs. Mes débuts, pour moi, ont été durs. Physiquement, tu as des symptômes? Alors, physiquement, j'avais pas les mains qui tremblaient, mais par contre, il y a des moments où j'avais vraiment envie de boire. Moi, c'est ce que j'ai expliqué au début. J'avais par exemple beaucoup d'angoisse, des peurs. Et donc, quand une angoisse me prenait, je la calmais avec un verre d'alcool. Ah, là, t'as plus de béquilles. J'ai plus de béquilles, donc je fais quoi? Moi, pour traverser une peur, une inquiétude, une question sans alcool? Eh bien, heureusement, on m'a donné toute une boîte à outils, on m'a donné plein de façons de faire. Je peux téléphoner, je peux partager, j'ai plein de choses. T'as un ou deux trucs plus concrets Alors, déjà, bêtement, si vraiment t'as envie de boire, t'as un gros craving, comme on dit, bois-toi 1,5 litre d'eau pétillante. Tu vas avoir l'estomac bien rempli d'eau pétillante. Après ça, tu as déjà nettement moins envie de boire. Donc, jamais se laisser avoir soif, jamais se laisser avoir faim. Moi, on m'a appelé, je peux citer les marques, on m'a appelé Coca Light pendant des années. Ah oui, parce que je me suis baladée avec mes canettes et mes bouteilles de Coca Light pendant des années. Aujourd'hui encore, je vais quelque part, les gens amènent une bouteille de vin, moi j'amène une bouteille de Coca Light. Pourquoi toujours amener de l'alcool chez les gens? Il n'y a aucune raison. Ouais. Pourquoi? Ok. Et donc il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, qu'on apprend à mettre en place. C'est ça. On apprend à vivre sans alcool, en fait. Ça. Et donc, moi, j'ai découvert ça. Et donc, je me suis d'abord rétablie. Ça t'a pris combien de temps pour te rétablir vraiment où tu te sens mieux psychologiquement et physiquement? J'ai pas envie de donner de temps... Parce que j'ai pas envie de décourager les gens. Okay. Parce que ça peut paraître très long, alors qu'en fin de compte... je me souviens qu'au bout de 6 mois, j'appelais un ami en disant « Ah, il m'énerve en réunion. Ils disent qu'ils ne pensent plus à l'alcool, alors que moi, j'y pense encore. » Et je sais qu'au bout d'1 an, j'étais comme eux, je disais « Je pense plus à l'alcool. » Mais c'est vrai que ces 6 premiers mois, tu te dis « Oh !» Mais en fait, au début, tu y penses beaucoup, tu y penses tout le temps. Puis tu y penses un petit peu moins. Et puis à un moment, en fait, un jour, tu te dis « Ah ben tiens, c'est marrant, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Et hier, j'y ai pas pensé non plus. Et aujourd'hui, oui, j'y ai pensé parce que je venais vous voir. Mais ça fait des années que oui, j'y pense parce que ça fait partie de ma vie, mais que j'ai plus du tout envie. T'as plus envie. Oh, non. Et en parallèle, dans ta vie privée, il y a des choses qui se débloquent un petit peu avec ta compagne. Dans ma vie privée, j'ai plein de belles choses qui sont arrivées. Et donc, on dit aussi que dans l'abstinence, on a des cadeaux qui arrivent. Voilà. Donc d'abord, les cadeaux, c'est que moi, petit à petit, j'ai quand même été vachement mieux dans ma tête. Hein. Ouais. Les angoisses que j'avais à répétition, en fait, quand tu retires l'alcool, t'en as vachement moins. Tu dors mieux. Tu dors vachement mieux, parce que ça aussi, tu bois parce que tu as l'impression que tu vas dormir. Mais c'est un mauvais sommeil. Ça te bousille le sommeil. Tu diminues les anxiolytiques. Tu bois parce que tu as l'impression que ça calme ta dépression. En fait, ça te rend dépressif. Donc voilà. Donc, ma dépression va mieux, mon sommeil va mieux, mes angoisses vont mieux.
Donc, je commence à reprendre un petit peu de poil de la bête. Au niveau du boulot, ça va mieux. Au niveau du couple, ça va mieux aussi, parce que finalement, je deviens un peu plus responsable. Donc on s'engueule nettement moins. Oui. Les problèmes financiers, ils vont mieux aussi. Parce que tu dois aussi faire face aussi. C'est-à-dire que, oui, après, il y a toutes les réalités des conneries qu'on a faites dans l'alcool. Il faut aussi le temps que les choses se réparent, mais on est apte à encaisser. Pouvoir réparer les choses. On devient responsable, en fait. C'est ça. En fait, une fois qu'on arrête de boire, on devient responsable de son rétablissement et de pouvoir remettre les choses en place. Tu avais honte à ce moment-là de tout ce que tu avais pu faire dans le passé ? Oui, et en même temps, on apprend à se dire que ce qui est fait est fait. En fait, je ne peux pas vivre dans le passé. Mais non, en fait, c'est impossible. On apprend à vivre, à vivre au présent. Je ne peux pas vivre dans le passé, je ne peux pas vivre dans le futur. Parce que ça aussi, moi, je vivais toujours... moi, je vis aujourd'hui. Je vis vraiment le moment présent. Alors, évidemment que tu te projettes quand même de temps en temps. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé hier, j'essaye... Alors, je ne fais pas l'autruche. Mais ça te rattrape un petit peu. Parce que ça te rattrape et tu dois le régler. Oui. Mais voilà, je ne vais pas m'auto-flageller pendant des années. Mais après, quand on arrête de boire et le couple, elle a été là pendant 10 ans à jouer un peu le Saint-Bernard, à me sauver et tout. Mais une fois que moi j'arrête de boire, je reprends un peu ma place. Et ça, c'est pas évident dans un couple. Ouais. Reprendre sa place. Elle a rencontré une nouvelle personne. Ah bah oui. Quelqu'un qui boit pas, quelqu'un qui devient autonome, qui veut reprendre ses comptes en main, qui veut reprendre... Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est très difficile pour les couples. Mais ça a marché au début. Ça a marché. Et puis, comme les choses se règlent petit à petit, on a décidé d'acheter une maison. Et là, vous habitez ensemble. Voilà, on habite ensemble. Vous officialisez. Donc là, moi, au bout de 10 ans, je mets un peu les pieds dans le plat avec ses amis qui me posent la question clairement. Et je dis, écoute, fallait poser toi-même la question parce que, voilà. Ça fait 10 ans qu'on est en couple. Là, on achète une maison. Je pense que oui, on est ensemble. Donc là, oui, on s'assume. Et puis, on appelle ça les cadeaux de l'abstinence. Au bout de 5 ans, on a notre petit garçon qui arrive. Donc, voilà. Mais il n'est pas arrivé par miracle, vu que vous êtes deux femmes. Alors, il n'est pas arrivé par miracle. Et au départ, elle était quand même contre. Donc, il y a eu aussi quand même quelques petites avancées. Oui, moi, je me réveille quand même. Une fois que j'arrête de boire, je me réveille un petit peu. Mon désir de maternité, vers 30 ans... À ce moment-là, il se réveille. Et quand on parle de l'horloge biologique, à 30 ans, purée, ça se met en route. Oui, quand tu as ton appel du ventre, c'est... Et en fait, je pensais pas que c'était possible, mais une fois que ce ventre se met en route, oui, tu sais rien faire. Tu sais pas le faire taire. Non. Et donc, voilà, moi, je me sens plus forte, plus solide. J'ai arrêté de boire. Je reprends ma vie en main. Et donc, je lui dis, écoute, ma cocotte, maintenant qu'on s'assume, maintenant qu'on a une maison, on va faire un bébé. Et donc, Elle a quel âge à ce moment-là ? Elle doit avoir 5 ans, une cinquantaine d'années. Oui, du coup, c'est une évidence que c'est toi qui... Ah oui. Et de toute façon, tu as l'appel du ventre. Moi, j'ai l'appel du ventre, elle a un âge à 2, donc elle a un 50 ans bien tapé. Ses enfants ne vivent pas bien notre situation, clairement. Donc, mais c'est pas grave, moi, je décide qu'en fait, s'ils acceptent difficilement notre vie de couple, c'est dommage, mais qu'on n'a qu'une vie, qu'on s'aime, que ça fait 10 ans qu'on est là l'une pour l'autre, que j'ai apporté quand même beaucoup de choses malgré tout à leur maman, et que voilà, c'est comme ça, et qu'il est temps qu'ils grandissent un peu. Ils vivent plus avec nous. Parce qu'ils sont grands. Voilà, ils sont grands. On a maintenant notre maison, et il est temps qu'on pense à nous. Et donc là, je me rebelle un petit peu. Je me rebelle un petit peu, je prends les rendez-vous et je lui dis, ce sera avec toi ou sans toi. Mais j'aurai un enfant. Mais ouais. Mais on va le faire parce que c'est en tout cas, je vais le faire. Je vais le faire, mais je sais que ce sera avec toi, en fait. Parce que je sais que ce sera avec elle. Parce que c'est comme ça. Parce que ça fait 10 ans que je l'aime et que... Et que c'est comme ça, en fait. Elle sera la maman de ton enfant. Ouais. Je sais qu'elle sera là, qu'elle ne me laissera pas tomber et qu'on aura cet enfant. Et donc, effectivement, elle est là dès le premier rendez-vous. Donc, ça, c'est de la PMA. Hein. Oui. Et vous choisissez un donneur ensemble ? Alors, non, on ne choisit rien du tout en Belgique. Tu ne peux pas choisir le donneur ? Rien du tout. Je pensais qu'on pouvait quand même choisir le moi donneur. Moi aussi, je croyais qu'on avait... On n'a rien du tout. Donc, on commence dans un premier hôpital qu'on m'a conseillé. J'ai une copine qui me dit, écoute, moi, j'ai été là, voilà. Un très, très gros hôpital sur Bruxelles. Une usine. On doit rencontrer d'abord 2 fois une psy.
Là aussi, c'est très drôle parce que que pensent vos familles Ils sont très très contents, tout à fait d'accord. Moi, je suis en rupture familiale, mais non, mes parents sont super. tout à fait, ouais, tout va bien. Et vos enfants, ils sont ravis, enchantés. Enfin, c'est du ridicule, cinéma, c'est n'importe quoi. Mais voilà, on fait un gros cinéma, un gros n'importe quoi. Et donc, finalement, on obtient l'accord. Oui, tu obtiens un accord pour... Un accord pour faire une demande de donneur. Ah oui. Voilà. Et donc, pour pouvoir commencer des inséminations. Donc ça dure à peu près 1 an. Mm-hmm. Donc, c'est démarche de psy. Et puis, il faut encore 2 ans d'attente. Oh là là Ouais. là là là. 2 ans d'attente. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, à un moment, à 30 ans, quand l'appel du ventre se fait sentir, moi, je sais qu'il y a toutes ces années d'attente. Je sais aussi que ma fertilité, en fait, elle est déjà en chute libre. Ouais. Parce que, en fait... c'est jusqu'à 35, mais à 35, c'est... Ouais. Et que, en fait, j'ai pas intérêt à trop traîner, quoi. Non. Donc, hop, au boulot, et on verra bien comment les choses se mettent. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, on obtient un donneur après tout ce temps, et on commence les inséminations. Sauf qu'en fait, moi, je vis très, très mal tout ce parcours de PMA, tous ces rendez-vous. La stimulation, ou c'est plus le processus? Moi, ça allait écarter les jambes chez le gynéco, tous les X, chez 25 000 gynécos différents. C'est des prises de sang régulières. Bon, ça me dérange pas trop, mais moi, ça allait écarter les jambes tout le temps, partout, avec n'importe qui. J'ai l'impression d'avoir un code barre sur la fesse et de n'être rien. J'ai plein de mal-être, de souvenirs du passé qui remontent et je vis vraiment pas bien ça. En même temps, j'essaye de faire comprendre que les choses me vont pas et il y a personne qui écoute, personne qui entend. Je me souviens qu'on est dans des salles d'attente bondées et je me sens je me sens seule, quoi. Ouais. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. On nous met dans des box. J'ai l'impression d'être un animal. C'est atroce. Donc une tentative, donc on t'implante. Et alors là aussi, chaque fois, on t'implante, tu dois attendre. Donc surtout vivre normalement pendant 15 jours. Ouais, alors là aussi, t'as mal au sein, ça y est, je suis enceinte, machin, t'as l'impression que... Enfin, tu sais pas vivre normalement, non. C'est impossible. Non. Et donc, échec. On refait une deuxième tentative, échec. Troisième tentative, échec. Chaque fois, tu douilles, Ouais. Ah oui. Parce que ça aussi, tu payes. Ça a coûté combien, plus ou moins, pour concevoir votre enfant? Honnêtement, je suis plus capable. Je sais qu'à l'époque, je m'étais fait le calcul. Aujourd'hui, je suis plus capable de me rappeler des chiffres. D'accord. Par contre, un truc, je me souviens que nous, on avait été au rendez-vous avec une des psys, je pense, avec une photo d'elle, une photo de moi, en disant, voilà, s'il y avait moyen de trouver des critères. Et on avait été remballés direct en nous disant, mais de toute façon, vous ne choisissez rien. Le choix, c'est pour les couples hétérosexuels, parce que eux peuvent ne pas dire qu'ils ont fait appel à un donneur. Donc là, on essaie de respecter les critères de monsieur. Vous, de toute façon, vous serez obligé de dire que vous avez fait appel à un donneur. Donc, à part un type caucasien, vous n'avez aucun choix. Ok. Ma compagne, je sais que ça l'avait vraiment blessée parce qu'elle aurait voulu qu'il y ait des traits... Oui, voilà. Mais évidemment. Après, maintenant, avec le recul, on se rend compte que, en fait, ton enfant, il prend les traits de l'autre. Il a tes traits à toi, mais il a les traits de l'autre aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Et donc, au bout de 3 tentatives, moi, je vais pas bien du tout. Parce que ça ne marche pas. T'as peur de ressombrer, là, tes vieux démons, tout ça? Alors, l'alcool, pas du tout. Non. Après, je vais quand même toutes les semaines en réunion, même plusieurs fois par semaine. Donc, les groupes m'aident énormément. Tout ce que j'ai comme outil m'aide énormément. Sans ça, je crois que... Ouais, sans ça, je crois que c'est une vraie thérapie. Oui. Et c'était vraiment des groupes de soutien. Je pense que sans ça, je rebois, ça, c'est clair. Donc, reboire, non. Après, je fais tellement tout pour que mon petit corps soit prêt à accueillir un bébé que j'aurais pas été mettre de l'alcool dessus. Par contre, ça peut être très dangereux après. Tu vois, on dit, on se prépare souvent pour un événement, il faut pas que je boive à ce moment-là, mais après, on met tellement d'efforts là-dedans qu'on risque de recraquer après. Donc, c'était ça aussi le danger. Mais à ce moment-là, non, j'ai vraiment pas soif. Mais par contre, je me sens de plus en plus mal. Finalement, on fait un examen qui est hyper douloureux, un examen des trompes. Et là aussi, t'es rien, quoi. T'as un code barre, on t'envoie une espèce de mousse. Dans les trompes. Ça fait c'est très douloureux. De chien, c'est une horreur.
Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont débouché quelque chose? Bref, ça fonctionne. Je tombe enceinte à la 4e tentative. Et en fait, j'avais un accord avec cet hôpital. Je restais là jusqu'aux 3 mois. Et après les 3 mois, j'étais libre. Je pouvais aller avec n'importe quel gynéco, continuer mon parcours de grossesse. Et donc là, génial, je tombe enceinte. J'annonce au boulot que comme j'ai pas fait le CMV, il faut tout de suite m'écarter. Petite chose précieuse, super précieuse. Oui, super précieuse. Pas, hein. Et donc, je suis sur un petit nuage. Mais là, tout le monde sait que tu es en couple. Là, tout le monde sait enfin que je suis en couple. On ne se cache plus, voilà. Et avec tes parents, tu rétablis le lien au moment où tu tombes enceinte? Non, pas encore. Non, avec mes parents. Et en plus, pour la petite histoire avec ma maman, quand j'entre dans les groupes de parole, évidemment que je parle de ma maman très, très vite. Bah oui. Et on me dit, surtout, occupe-toi de toi. Ah oui, c'est ça. Ta maman, en fait, tu peux pas l'aider. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Il n'y a que elle qui pourra se sauver. Si toi, tu es abstinente, peut-être qu'un jour, ça marchera pour elle, mais en tout cas, il faut que tu t'occupes de toi. Ça. Focus-toi. Ouais. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que ma maman, à la fin de sa consommation, elle m'appelait encore. Elle avait entendu dire que je faisais des réunions et tout ça, que je buvais pas et que j'avais l'air d'aller bien. Et elle m'appelait parfois complètement bourrée le matin en disant t'es en réunion donc elle avait ça quelque part dans un coin de la tête. Et je disais non, je suis à l'école, je travaille. Donc, elle avait ça dans un coin de sa tête. Parce qu'elle savait que tu étais alcoolique ou que tu étais passée par des moments... Ouais, elle savait que je déconnais avec l'alcool, mais elle était vraiment... À ce moment-là, elle était très, très loin. Hein. Elle n'avait plus de notion du jour, de la nuit. Oui. Son appart, c'était un dépotoir. Il y avait des poubelles dans sa baignoire. Enfin, c'était vraiment... Elle était très, très jaune. Elle avait vraiment des problèmes de foie. Enfin... Et moi, quand on m'a dit ça dans les groupes de parole, je me suis dit, ok, je vais l'enterrer en fait. Hein. Ma mère, elle va crever de l'alcool, ça c'est clair. Mais bon, je vais me sauver moi, et donc là, j'ai vraiment tout coupé. Oui. Et donc, me voilà enceinte, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Ma compagne est super heureuse, enfin voilà, c'est le grand bonheur. Et donc, on va pour le je sais plus quel jour, enfin, les journées se mélangent un peu, mais enfin bref, on va faire... notre dernier examen dans cet hôpital. Et donc, il m'examine et il me dit il n'y a plus de cœur. Je dis comment ça, il n'y a plus de cœur? Non, il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de cœur. Je dis j'ai été hier chez mon gynéco ou avant-hier, je ne sais plus, 48 heures près, tout allait bien. On l'a entendu battre, tout allait bien. Là, on me dit juste il n'y a plus de cœur. Bah non, c'est fini, madame, il n'y a plus de cœur. Mais enfin, dis. Qu'on m'annonce ça comme ça. Donc moi, tu t'effondres. Je me décompose. Je comprends pas. Parce que là, t'es enceinte de 3 mois, plus ou moins. Je sors de là, j'appelle ma gynéco. Et je dis, écoutez, je comprends pas, on me dit qu'il n'y a plus de cœur. Donc elle me reprend le lendemain et effectivement, on m'annonce que la grossesse est arrêtée sur 48 heures et que voilà. Donc moi, là, c'est mon monde qui s'effondre. Hein. Oh là là. Clairement, ça fait à peu près 1 an qu'on est en train d'essayer, que ça marche enfin et que là, et de l'annoncer comme ça, c'est juste horrible, quoi. Avec beaucoup de froideur, aucune humanité. C'était la phrase. Il n'y a plus de cœur. Ok. Et donc, ok. Là, tu dois faire un curetage. Là, d'abord, non. D'abord, on dit on va essayer avec des médicaments. Mais bon. Donc, tu attends, je crois, 15 jours à espérer que ça se vide. Et donc, tu as juste l'impression d'avoir... Qui saigne en permanence. Mais moi, ça saignait même pas, en fait. Des morceaux de chair. C'est horrible. C'est juste horrible. Et puis, finalement, on décide de faire un curetage, de l'enlever. Heureusement, sous anesthésie générale. Comme ça, je suis tranquille. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, je me dis, je ne veux plus jamais retourner dans cet hôpital. Plus jamais. Et donc, je monte à l'étage de l'hôpital de ma gynéco, où je ne savais pas au départ qu'il y avait un service de PMA. J'arrive là en pleurant. On vient donc de m'annoncer que c'est fini. Et je dis à la dame, j'explique en 2 mots, et je me mets à pleurer. Et elle me dit, allez-y, ici, vous pouvez pleurer. Et c'était un truc qu'on m'avait... Moi, ça faisait 1 an que j'étais dans cet autre hôpital où je me retenais de pleurer, où parfois j'avais les yeux explosés, où je pleurais pas. Et là, on me dit, allez-y, pleurez. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et je suis arrivée dans un hôpital tellement humain, où les gens étaient d'une tellement grande humanité. Et là, elle m'a dit, écoutez, je vais parler à tel médecin... Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je changeais d'hôpital, je devais refaire toutes les démarches pour avoir un donneur. Ça veut dire de nouveau 3 ans d'attente. Et tu crois que ça, c'est vraiment typique des couples homosexuels? Les couples hétérosexuels ne vivent pas le même pas, tu sais pas? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas,
un hôpital à sa banque de donneurs, un autre hôpital à sa banque. Ouais. Et donc, mais moi, je leur dis, écoutez... Je peux pas refaire tout. Non, c'est pas possible. Moi, nerveusement, je vais pas tenir. Quoi. Ouais. Alors, elle me dit, écoutez, il faut à peu près 6 mois pour que votre corps se remette. Et t'es reparti. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu ne fais que calculer. Hein. Tu calcules tes cycles, tu calcules Et donc, tu calcules ton âge, tu calcules... C'est horrible. Tu n'es que... On te dit, il faut lâcher prise, mais en fait, c'est impossible. Hein. Ton cerveau, il est... Et donc, elle me dit, en janvier, on se recontacte et je vous dirai quels seront les délais pour que vous puissiez venir chez nous et tout. Mais donc, je tombe vraiment avec cette secrétaire tellement humaine. Et donc, je me répare tout doucement, mon corps se remet, etc. Je lui laisse le temps. Et en janvier, on se recontacte et elle me dit, c'est bon, vous pouvez venir chez nous. Tel médecin va vous prendre. Vous aurez un donneur. Et donc là, je suis suivie par une très chouette gynéco. Une un peu... Une qui va pas me materner, mais qui va me donner la niaque qu'il me faut encore ce qui est bien finalement pour toi. Qui va me donner la niaque qu'il me faut encore pour avancer. Ouais. Parce que je suis hyper angoissée. Parce qu'en fait, quand tu perds une fausse couche, c'est terrible. Voilà, une fausse couche, c'est hyper traumatisant. Et une fois que tu en as perdu un, tu crois plus du tout que tu vas garder les autres. Évidemment. Hein. Et donc, et là, on est tentative 4, 5, 6... 7, non. Et ça marche pas. Et donc, moi, ma compagne, par contre, elle m'avait toujours dit 1, je veux bien, 2, il n'en est pas question. Donc, elle m'a dit, tu commences pas à prendre des hormones, machin et tout, il n'est pas question qu'il y en ait 2. Et donc, le médecin, après 7, dit, il faut quand même donner un petit quelque chose parce que... On va stimuler un petit peu. Ouais. Donc, ma compagne qui se liquifie, qui me dit, elle me dit, il y en a 2, je reste pas. Hein. Je dis, ça va aller, t'inquiète. Et donc, effectivement, pour le numéro 8... On donne un petit peu de stimulation, 2 petits œufs arrivent, on met en route. Moi, j'ai cru qu'elle allait mourir sur place. Et donc, ça se met en marche. Et il y a un petit œuf qui fonctionne. Et donc, ça a marché. Je suis tombée enceinte et la grossesse a abouti. Et Célian est arrivé. Mais ouais. Cette grossesse s'est bien passée. Ouais, les 3 premiers mois, juste horrible. Oui. Parce que t'as peur. Peur, mais oui. Tu vis dans la peur. Moi, jusqu'à 5 mois, j'ai vécu dans la peur. C'est un bébé que j'ai pas senti bouger. En plus, j'avais l'utérus inversé. Donc, oui. Ouais, donc plein de flottes de vent, tu sens rien. Donc, tout le temps, cette impression qu'il bouge pas, qu'il est pas vivant. C'est... Donc, très, très peu de... En plus, ça a été une grossesse... J'ai des gros problèmes de santé. J'ai une maladie neurologique depuis toute petite. Et on m'avait toujours dit « Mais ne vous inquiétez pas, quand vous serez enceinte, ce sera génial ». Ça a été le cauchemar de ma vie, parce que j'ai dû arrêter tous les traitements et que j'ai passé mes 9 mois sous morphine aux urgences. Donc, c'était un cauchemar. Parce que ça aussi... C'est pas une super grossesse. Ça aussi, mais non, ça aussi. On vous dit, pendant la grossesse, on ne peut rien prendre à part du Dafalgan. Ouais. Donc, quand on vous dit, on va vous mettre de la morphine, tu te dis, non, bébé précieux, on n'y touche pas. Non, vous inquiétez pas, ça passe pas le placenta. Et puis, c'est à ce moment-là que tu te rappelles des enfants, sauf tes noms et des trucs comme ça, où on était aussi persuadés que rien ne passait et tout, et puis que c'est horrible. Oui. En fait, moi j'imaginais vraiment la grossesse, tu sais, les gros clichés, je m'imaginais, je travaillais dans une rue où en haut, il y a la commune, et c'est une rue qui descend. Et j'imaginais vraiment descendre avec mon gros bidou, machin, tu vois, pouvoir parader. C'est pas ça, quoi. Oh, loulou. C'est pas ça. Donc, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais t'étais enceinte. Mais j'étais enceinte. Il allait bien. Il allait bien. Toi, tu souffrais beaucoup. Ouais. À chaque fois que j'allais chez la gynéco et que j'entendais ce petit cœur, je là, c'est bon, il est là. Donc, on m'annonce que c'est un petit garçon. Voilà, je suis contente. Mais j'ai du mal à me réjouir, quoi. Il faut qu'il arrive. Tu veux le voir, tu veux le toucher. Qu'il soit là, ouais, quoi. qu'il soit là. Et puis de nouveau, t'as plein d'idées de ce que c'est avec l'accouchement. Moi, j'avais l'impression que perdre les os, c'était un boiler de 300 litres. Et donc, moi, j'essaie de préparer tout. Je suis quelqu'un hyper organisé, hyper tout. J'essaie toujours d'être parfaite. Et donc, à 8 mois, tout était prêt. J'avais le sac, les dragées. Ce soir-là, j'avais fait les dragées. J'avais encore foré pour mettre les rideaux dans la chambre. Tout était prêt. Je me couche. Le lendemain matin, je me lève. Bingo, je perds les os. Je sais pas à ce moment-là que je perds les os. Moi, je fais une grossesse tellement pourrie de chez pourrie que j'ai l'impression que je me fais pipi dessus. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Voilà que maintenant, je deviens incontinente, quoi. C'est vraiment le truc que je me suis dit ce matin-là. Je me suis dit, je deviens incontinente, c'est terrible. Dans le doute, je suis qu'à 8 mois, hein. Dans le doute, j'appelle quand même ma compagne et je dis, écoute, je sais pas si je me suis fait pipi dessus ou si je perds les os. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a quand même un gros pipi, quoi. Ouais.
Je fais quoi? Et elle était chez Pré-Barbant ou Orchestra. Elle me dit, écoute, va dans la douche, prends-toi une douche, puis on verra bien. Donc, je prends une douche. Et alors, c'est vraiment le gros cliché parce que moi, je te dis, j'avais vraiment l'impression que c'était le boiler de 300 litres qui allait arriver. Donc, on se décide d'aller à l'hôpital. Mais alors, ça aussi, c'est hyper drôle. L'hôpital, c'est à droit à 2 nuits. Oui. 2 fois 24 heures. Donc, si on arrivait trop tôt, nous, on avait bien calculé, on s'était dit, il faut arriver à minuit 1, minuit 2. Ah oui. Surtout pas avant. Mais donc, moi, comme j'allais bien, je me dis, c'est un peu con, il était que 12h30. C'est un peu con d'arriver avant minuit, on va perdre une journée. Mais comme on avait quand même des pertes, on s'est dit, on va quand même y aller. Donc, on avait mis plein d'essuies, on avait mis des sacs poubelles et tout. T'avais fissuré ta poche, en fait, ça boiler coulait de 300 tout litres, voilà. Et en réalité, oui, non, je crois qu'elle n'avait pas explosé, quand même. Ouais, quand même, c'était bien. Mais moi, je croyais que c'était beaucoup plus comme dans les films, quoi. Ça devait être comme dans les films, mais... Et donc, on arrive à l'hôpital, mais moi, j'ai aucune douleur. Donc, je dis, voilà, il s'est passé ça, on fait les tests. Ah oui, vous avez fissuré, vous allez devoir rester avec nous. Je dis, non. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas mal. Je dis, je vais rentrer à la maison, je vais marcher un peu et tout. Je dis, j'arrive à minuit 5, quoi. Ah non, il faut rester avec nous. Ah oui, tu repars pas quand c'est comme ça. Mais non, je perds... Bon, bref, donc je suis restée. Et donc, ce que j'avais imaginé comme plan, je voulais accoucher dans l'eau et tout, tout ça, c'était foutu, quoi. Ah oui. On avait le droit à rien, quoi. Ok, super. Une fois qu'on a fissuré... Ok. Ah, tu peux pas accoucher dans l'eau quand t'as fissuré, je pensais. Pour les infections, on peut pas. Ah bah, du coup, super. Voilà. Et moi, le seul truc que j'avais demandé aussi, c'était qu'on me force pas à l'allaitement. Ok. On avait dit, on laisse mes nénés tranquilles. Je verrai bien à ce moment-là. Mais ça, j'avais bien crié pendant les 8 mois précédents. T'as bien fait ça. Ouais, t'as raison. Fous la paix, quoi. Il n'était pas question qu'on vienne m'embêter avec ça. Et est-ce que pendant ta grossesse, t'avais fantasmé un petit peu ton rôle de mère? Est-ce que tu avais des craintes? T'avais peut-être peur de reproduire ou... Alors, oui. Moi, je m'étais dit, je suis instite. Quelque part, j'ai quand même pas mal de cartes que d'autres n'ont pas. Donc, ça devrait aller. En même temps, je suis quelqu'un d'hyper angoissé. Ma plus grosse angoisse, c'était d'être crevée. Et comme j'ai une maladie qui fait que si j'ai pas mes heures de sommeil et tout ça, les crises sont beaucoup plus violentes, ça me faisait très, très peur. Donc, je l'ai menacée toute ma grossesse en lui disant, toi, tu as intérêt à bien dormir. On n'a pas le choix parce que si tu dors pas, maman n'y arrivera pas. Donc, vraiment, je l'avais briefé, j'avais dit non, moi j'aurai un bébé qui dormira bien, etc. Et de fait, ça a bien marché. Donc, menacez vos enfants dès la conception, ça fonctionne. Et peur de reproduire la même chose, non, parce que... T'avais eu suffisamment confiance en toi. Je fais tellement tout pour que ce verre ne fasse plus partie de ma vie que je voulais en tout cas pas reproduire. En fait, je veux vraiment pas reproduire ce que mes parents ont reproduit. J'ai des scènes parfois où mon père s'est tellement énervé sur nous pour des devoirs et des choses comme ça. Aujourd'hui, mon fils apprend les tables de multiplication et j'ai des flashs. Je sais pas quel âge a vos enfants, mais les tables de multiplication, ça en a traumatisé plus d'un. Oui, moi, il est hors de question que je traumatise mon fils avec ça. Et donc voilà, aujourd'hui, je veux pas être meilleure que mes parents. Je pense que chacun fait vraiment comme il peut. Oui. Mais je veux faire en sorte de donner le meilleur de moi-même et de changer les choses, quoi. Et t'as donné beaucoup de force, Célian. Ah, mais moi, il m'a sauvé la vie. Hein. Et il me sauve la vie encore aujourd'hui. Hein. C'est ma vie, Célian. Bah oui. Sans lui, je crois que je me lèverais pas le matin. Parce que voilà, j'ai une maladie qui est autre qu'à l'alcool, qui est neurologique, qui est vraiment compliquée, qui fait qu'il y a beaucoup de matins où on perd le courage, où on n'a pas envie de se lever, et que si Célian n'était pas là, je me lèverais pas le matin, ça c'est clair. Donc c'est ma vie. C'est clairement ma vie. Et comment... tu me touches super fort. Vraiment, c'est... Et comment votre couple... C'est moi qui vais pleurer là. Ah ben t'as le droit de pleurer. T'as le droit. C'est tout à fait... Le couple. Ouais, alors d'abord, quand mon petit Célian est arrivé, donc il est arrivé à 8 mois, mais c'était trop tôt. Trop tôt. Bah ouais, j'étais pas prête. Alors déjà, je crois qu'on n'est jamais prêt à arriver d'un bébé. Non. Vraiment, ça, 9 mois, on n'est pas prêt. 8 encore moins. Ben ouais, et même si les rideaux étaient pendus et que les dragées avaient été faits la veille, ok, il l'avait senti. Ok, il est arrivé au bon moment, 3,5 kg, parfait, 50 cm, je crois, ou 49 cm. Beau bébé. Il devait arriver, parce que 4 mois, je l'aurais pas... 5,5 kg, ton bébé, oui, à 9 mois. Impossible. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout dans ma tête. J'étais pas prête. Et en fait, ça a été un tsunami, comme tu le disais, ça a été un tsunami. Donc en fait, de 0 contraction, donc le bonheur. Donc moi, j'arrive à l'hôpital, on me dit, on va vous mettre dans votre chambre, installez-vous, ok. Donc truc que tu projettes pas du tout. Enfin,
quand tu projettes ta grossesse, tu t'imagines, je vais avoir mal, je vais les os, je vais hurler, machin et tout. Ben non, moi je suis arrivée là, la fleur entre les dents, tout va bien, j'installe mes petites layettes dans la chambre, enfin, improbable quoi. Ouais. Je vais accoucher, je m'installe quoi. Ouais. Puis on me donne le ballon, machin, je fais des petits exercices, je sens rien. Là, ça prend du temps parfois, quand tu fissures entre le moment des contractions et la... Puis à 18h30, la gynéco commence à trouver ça long, donc on me donne un petit truc pour que ça arrive, rien. Vers 20h. Mais pourtant, ça commence déjà un peu à s'ouvrir, je pense. Hein. Et je crois que vers 7 cm, là, on me donne un truc. Et là, les hormones, ouais. Là, tout d'un coup, je sors de la chambre et je dis « Wouhou, il faut vraiment qu'on m'amène quelqu'un, là, parce que je crois que je vais crever, là. » Et donc, effectivement, on m'amène dans la salle pour accoucher. On voit que je suis à un bon 8 cm et on me dit surtout, vous mordez sur votre chic, on va appeler l'anesthésiste, vous dites surtout pas combien vous êtes, sinon vous n'aurez pas la péridurale. Autant vous dire que j'ai jamais joué aussi bien à la comédie, mais non, tout va bien, mais il me fallait cette péridurale parce que une fois que ça fait mal, ça fait mal. Hein. En fait, c'est une hormone qu'on injecte pour justement intensifier le travail. Ça te rétame. Ah oui, ça c'est... Donc une fois que ça fait mal, ça fait mal. Ouais. Et puis voilà, et puis en fait, là où tu te dis, ça y est, c'est bon, c'est parti, on y va. En fait, non, il est resté coincé. Évidemment. Donc là où ça m'a un petit peu... Donc ma compagne était là. Ma compagne, elle a été là de A à Z, de la première prise de sang dans le premier hôpital à tout. Elle a assisté à tout. Donc c'est... Autant elle n'était pas super motive au début, autant elle a été là, elle a été juste extraordinaire. Et même encore aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais c'est quelqu'un que j'aime profondément et que j'aimerais profondément. C'est la mère de ton enfant. C'est la nanou de mon fils. Et elle restera toujours quelqu'un d'extraordinaire dans mon cœur. Et donc, ça n'arrive pas. Et donc, elle plaisante avec la gynéco. Et moi, je suis là, les jambes ouvertes. Tu as juste envie de leur dire les filles, moi, j'aimerais bien qu'ils sortent là, arrêtez de plaisanter. Enfin, bon, bref. Et donc, finalement, ventouse. Moi, je me dis, je ne veux quand même pas avoir une césarienne. Ventouse, elle tire, pouf, le bazar qui lâche. Tu te dis, mais je suis dans un film ici, c'est un sketch. Deuxième ventouse. Bon, et finalement, on me met ce petit rôti sur le ventre. Et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir un petit rôti bouillant sur le ventre. Ouais. Petit truc bouillant. Et en fait, il a de la température. Je le trouve très, très chaud. Il a de la température. Je dis, il est quand même très chaud, hein. On prend la température, on lui fout un suppôt dans le pet. Ok. Et puis on me le laisse là. Et comme j'avais dit, surtout, vous me foutez la paix, vous me laissez faire le pot à pot. Ça aussi, moi, j'imaginais le pot à pot, le truc un truc super romantique. Mais en fait, je crois qu'il avait faim, je crois qu'il n'était pas bien, et donc il a pleuré pendant 2 heures. Donc moi, j'ai essayé un peu de mettre au sein, mais comme j'avais dit tellement, laissez-moi tranquille. Personne n'est venu. Ça a été juste horrible. Et puis à un moment, on est arrivé dans la chambre. Pourtant, c'est une super maternité, mais voilà, je crois que j'étais un peu trop directive sur le laissez-moi tranquille. À un moment, une sage-femme est arrivée en disant... En plus, j'ai eu blindé de chance. C'est que moi, j'étais suivie par une sage-femme toute ma grossesse. Et elle était là ce soir-là, alors qu'elle ne devait pas être là. Quoi. Incroyable. Donc, le truc dingue, vraiment. Et ma gynéco était là, donc vraiment parfait. Et donc, finalement, la sage-femme qui arrive et qui dit, écoutez, est-ce qu'il a bu ? On dit non. Elle dit, il faut lui donner le biberon parce qu'il a de la température. Il a de la température, il doit boire. Est-ce que vous pouvez lui donner le biberon ? Je dis, ok, Nanou va le faire. Et donc, il a pris un bibi et ça a été... Et l'aventure a commencé. Quoi. Et cette aventure, comment est-ce qu'elle s'est... Elle s'est poursuivie au niveau de vous, votre relation, toi, les grands-parents. Donc moi, à la courant de ma grossesse, je me suis quand même dit qu'il fallait que je reprenne contact avec mon papa, avec mon père avec qui j'étais quand même en rupture depuis une dizaine d'années. Mon papa, quoi qu'il le dise, n'a pas beaucoup apprécié le fait que je rencontre une femme. Alors, est-ce que c'est le fait que je rencontre une femme ? Est-ce que c'est le fait que je rencontre ma prof ? Qu'elle ait 24 ans de plus que moi. En tout cas, il y a un truc qui a un peu bugué, même s'il ne le dit pas, qu'il ne l'acceptera pas. Voilà. Parce qu'entre-temps, il a beaucoup évolué. Hein, vu que sa deuxième fille a divorcé et s'est aussi mis avec une femme. Maintenant, il est bien obligé d'accepter les choses. Il s'est quand même demandé s'il avait à voir quelque chose là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, moi qui ai dû ouvrir les portes, il a vraiment eu du mal à accepter. Donc, on ne s'est pas vu pendant 10 ans. Mais moi, en étant enceinte, je lui ai quand même dit que j'avais envie qu'il ait une place dans la vie de mon fils, surtout que c'était un garçon et que voilà. Et donc, on a essayé de reprendre un peu contact. Maintenant, moi, ce qui me faisait entre autres beaucoup souffrir, c'était qu'il n'était pas présent, qu'il ne prenait pas de nouvelles, que je n'avais pas de contact avec lui. Moi, j'ai toujours eu besoin j'ai
besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin... Et je les ai pas eus. Et donc, ça a toujours été une souffrance. Et je voulais pas de ça pour mon fils. C'est ça. Donc, j'avais quand même bien dit, voilà, si t'es là, je veux que tu sois là. Si tu représentes quelque chose dans sa vie, je veux que tu sois là. Parce que sinon, alors, je préfère que tu n'existes pas. Exactement. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, on était partis là-dessus. Donc, voilà, l'arrivée de Célian, c'est un bonheur pour tout le monde. Moi, entre-temps, ma maman arrête de boire. Pendant ta grossesse Un peu avant. Et ça, tu crois que ça a été déclencheur? Ah ouais. Donc, elle est devenue... En fait, mes parents sont devenus grands-parents 3 fois en 15 mois. Ok. Donc, ma sœur a eu un premier petit garçon, Zach. Puis, il y a eu Célian. Et puis, quand Célian était là, elle était enceinte de sa fille, Inès, de 6 mois. Donc, les 3 sont vraiment... Et donc, ça a été un gros tsunami dans la vie de mes parents. Ma maman, ça l'a transformée, en fait. Et donc, c'est devenu une mamie extraordinaire. Ça a transformé comment? Est-ce que toi, tu l'as aidée? Tu l'as accompagnée? Elle a suivi la même voie que moi, les groupes de rétablissement. Un jour, elle nous a téléphoné. Elle a dit qu'elle allait se faire hospitaliser, qu'elle allait aller en cure. Les cures, là, la cure qu'elle avait choisie, c'était 1 semaine de cure, 1 semaine à la maison, 1 semaine de cure. Elle a fait 3 jours. Et au bout de 3 jours, elle a dit, ça se passe mal avec mes chiens, je rentre à la maison. Elle est rentrée, elle était pétée au médoc. Et moi, je me suis dit... Donc, elle m'a dit, amène-moi en réunion, là où tu vas. Mais elle était pétée au médoc. Alors, je me dis, super, j'ai une mère qui ne boit plus, mais qui est bourrée de médoc, qui plane complètement. Mais voilà, je l'ai amenée. Et les amis, à l'époque, m'avaient dit, écoute, voilà, on l'amène, on le fait. Moi, je devais avoir 3-4 ans d'abstinence. Ils avaient dit, on le fait, et puis on verra bien. On le fait une fois, on avait été à Troyes, la chercher, parce qu'elle était sur Bruxelles, moi, je n'étais pas sur Bruxelles. On l'a amenée en réunion, et en fait, ça a marché. Elle a accroché, elle a été prise en charge dans un groupe. Elle a fait son petit chemin, moi, j'ai continué le mien. Donc voilà. Et vous vous êtes retrouvés maintenant? Petit à petit, elle a fait son abstinence. Et une maman qui ne boit pas, c'est tout à fait quelqu'un d'autre. Une personne qui ne boit pas, ce n'est pas du tout la même personne. Et en fait, on s'est découvert... Tu la vois se transformer. Ce n'est pas la même. Hein. C'est quelqu'un que je découvre. C'est quelqu'un que j'ai découvert. On s'est découvert plein de points communs. L'abstinence, ça rapproche. Et donc, c'était génial, en fait. En fait, c'est génial. Et c'est une grand-mère super. Elle est juste géniale. Elle est là pour ses petits-enfants. C'est dingue. C'est dingue. Et enfin, ça doit faire tellement de bien. Souvent, je rencontre des gens qui ont plus d'espoir. Hein, parce que je continue à aller en réunion, je rencontre des gens. Et pour moi, tant que la personne n'est pas morte, parce que moi, vous vous souvenez, j'avais enterré ma mère dans ma tête. Vraiment, je la visualisais dans un cercueil brun. Pour moi, tant qu'on n'est pas mort, eh bien, il y a vraiment moyen de s'en sortir. Pour moi, ma mère, elle allait mourir de l'alcool, quoi. Il n'y avait aucune autre issue. Et finalement? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'a fait. Et elle l'a fait, et ça marche. Ça marche, et aujourd'hui, elle voit ses 3 petits-enfants. Et tu as réussi à renouer un lien avec ta sœur aussi? Ouais, enfin après, frère-sœur, c'est comme chien et chat, quoi. En tout cas, mais voilà, elle voit ses petits-enfants, tu as un lien avec ta maman et avec ton papa? Oui, avec mes neveux aussi. Avec mon papa, ça a été un peu compliqué, ça a mis plus de temps. Avec mon papa, il a été... Mon père, c'est un rustre. c'est un peu l'homme de Cro-Magnon des sentiments. Je vois ce que tu veux dire. C'est un homme, quoi. Donc après, je crois que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais le mien, il se bonifie avec l'âge. Oui, mais c'est comme le bon vin. Un bon cœur, c'est comme le bon vin. Ouais, dans une enveloppe un peu dure. Ouais. Ici, en vieillissant, il vient d'avoir 70 ans et je trouve que ça lui va bien. Donc, mon père, il a fallu encore donner quelques petits coups pour que la carapace se craque un petit peu. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va. Mais... Aujourd'hui, ça va, il est là. Mais ça a été dur. Oui, ça a été dur parce qu'à un moment, quand je lui demandais d'être là et que Célian était petit et puis qu'il le voyait 2 ou 3 fois sur l'année, moi, ça me convenait pas, ça me faisait beaucoup trop mal. Ouais. Et donc, à un moment, j'ai dit, écoute, en fait, tu me fais trop de mal. Surtout que moi, la naissance de Célian, ça a été un gros tsunami dans ma vie. Je pense que, l'alcool, ça rend dépressif, mais il y avait quand même un petit fond. Hein. Oui. Un petit fond qui a tendance à être un peu dépressif. Et moi, il y ça, des choses de mon passé qui étaient bien enfouies et qui sont ressurgies à la naissance de Célian. Et une naissance, ça, moi, je m'y attendais pas du tout, mais en fait, ça te bouleverse. Quoi. Alors déjà, quand tu es enceinte, tu fais des rêves et des choses comme ça. Hein, déjà, tu sens. Mais moi, la naissance de Célian, ça a été le tsunami de ma vie. Quoi. Ouais.
Ça a été... Et donc, voilà, grosse dépression du postpartum, on n'en parle pas assez. Non. Ça, moi, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne suis pas encore à 100% bien avec ça, tu vois. Il y a des choses... je sais que toi, t'en as parlé, mais j'en profite pour le placer ici, mais parce que je pense que cet épisode sortira plus ou moins à la moment de publication du livre. J'ai la chance de faire partie d'un collectif de femmes où on écrit sur les maternités extrêmes, feu de forêt et la ligne coupe-feu. Et j'ai écrit sur la dépression du postpartum, mais ça a été un exercice salvateur pour moi, parce que je pense que ça a été très... J'ai pas encore les mots non plus, tu vois, c'est ça que je sais les écrire, je les ai écrits, mais par contre en parler, c'est encore compliqué. Mais je te partagerai ce livre. Volontiers. Et comme ça, peut-être que tu te reconnaîtras. Enfin, on pourra en parler à un autre moment. Ouais. Mais au niveau de... Enfin, j'ai envie de te poser 2 questions. Du coup, maintenant, vous n'êtes plus ensemble Non, parce que je crois pour 2 raisons. D'abord, je suis devenue abstinente. Et donc, comme je l'ai expliqué là tantôt, je suis devenue moi sans alcool. C'est ça. Et donc, j'ai repris un peu ma place. Et c'est pas évident. L'autre a parfois du mal à accepter ces changements. La deuxième chose, c'est qu'on est devenu maman. Et ça bouleverse aussi vachement le couple. Et donc, moi, je croyais que ça allait être super facile de maman ensemble. Et en fait, c'est hyper compliqué, quoi. Parce qu'en fait, moi, je croyais qu'on allait s'entendre pour blindé de choses. Et en fait, on se disputait pour quelle chemise on allait mettre, pour quel pantalon, T'as pensé à mettre la chemisette dans les couples hétéros aussi, tu sais. Ah, mais je sais pas. Moi, je m'imagine qu'un mec, il s'en fout de comment tu l'habilles, machin et tout, et que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, tout était sujet de discussion. Et en fait, au bout de 5 ans, en fait, ça a été vraiment très loin. Pourtant, je le répète, je l'ai vraiment aimée très profondément. Et j'ai eu un attachement pour elle toute ma vie. Et je la vois encore super souvent. Mais Célian avait 5 ans. C'était la fin de sa 3e maternelle. Je me suis un jour... on se disputait de plus en plus. Et moi, c'est un truc que je ne voulais pas. Alors, moi, les disputes de parents, c'est un truc que j'ai vécu évidemment. Toute mon enfance. C'est un truc que je ne voulais pas. Crier devant mon enfant, c'est un truc que je ne voulais pas faire. Et donc, petit à petit, ça s'installait chez nous. Donc ça, je ne voulais pas. Il y avait aussi, de plus en plus, je rentrais à la maison avec une boule dans le ventre. Je ne voulais plus rentrer chez moi. J'avais des angoisses de rentrer chez moi. Il y avait ça. Et alors, un jour, en fait, je me revois dans la cuisine et je me dis, je vais boire pour qu'elle me foute la paix. Et donc là, je me suis dit... Donc, j'avais 10 ans d'abstinence. Et là, je me suis dit, mais putain, ça, c'est warning, quoi. Ouais. Hyper dangereux. Ouais. Si aujourd'hui, tu te dis, tu vas boire pour qu'on te foute la paix, prends tes clics et tes claques, et attends. Parce qu'en fait, moi, mon abstinence, c'est au-dessus de tout. Et c'est même au-dessus de mon enfant. Ça veut dire que je sais que si je reprends un verre, tout s'écroule. Ouais. Mon fils, mon boulot... Ouais. Tout ce que j'ai construit s'écroule. Ça veut dire que même si un jour, je dois choisir entre aller en réunion ou rester avec mon fils, si ça doit sauver mon abstinence, j'irai en réunion. C'est ça. Vraiment. Ça, c'est... Ouais. Les gens ont parfois du mal à comprendre, mais moi, ça me sauve. Parce que si je vais à cette réunion, je pourrais encore garder mon fils. Si je ne vais pas à cette réunion et que je rebois, c'est fini. Ouais. Mon fils, je ne le vois plus. Ouais. Des femmes qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu la garde de leurs enfants, j'en vois toutes les semaines. Ouais. Je veux dire, ça peut être dramatique. Donc, tout à fait. Et là, je me suis dit, en fait, Vie, il faut que tu partes. Et je suis partie sans rien. Je lui ai dit, je te laisse tout. Je prends juste mon fils. Et 4 jours après, j'avais un appartement et j'étais partie. Mais parce qu'en fait, j'ai sauvé ma peau. J'ai attendu très, très, très longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait au moins 2 ans que j'hésitais. Et là, je me suis dit, en fait, maintenant, je pars. C'est un choix qui est vraiment difficile parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir... c'est vraiment un échec. Pour moi, j'avais l'impression que j'allais finir mes jours avec elle. C'était l'amour de ma vie. Mais tu l'avais aussi visualisé, comme tu disais. C'était l'amour de ma vie. J'allais faire ma vie avec elle et voilà. Je voulais pas faire ça à mon fils. Enfin, après, l'autre jour, quand je préparais l'émission, je me dis, mon fils, il a une mère alcoolique, lesbienne, divorcée. Je dis, wow, ça fait quand même pas mal de trucs, quoi. Le gamin, il a un sac à dos bien rempli, quoi. Mais voilà. Mais elle a une super maman. Je sais pas. Pas des super mamans, si. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Que ça continue comme ça. J'ai encore plein de choses à te dire. Il faudrait qu'on refasse un 2e épisode. Parce qu'on enregistre déjà depuis 1h44. Oh là là, trop bien. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Que mes problèmes de santé s'en aillent, mais ça, ce ne sera pas possible. C'est la seule ombre au tableau. Ok.
mais que ça continue comme ça. Tu vas bien? Aujourd'hui, je vais bien. En ce moment-là, à l'instant même, je vais bien. Mais je veux que les mentalités continuent de changer. Elles sont en train de changer. Je voudrais que ça continue. Ça continue de changer. Que les jeunes qui ont un problème d'alcool osent franchir les portes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Que la génération de mon fils puisse continuer à trouver de l'aide de plus en plus facilement. Ouais. En fait, ça, c'est mon cheval de bataille. Mais écoute, merci beaucoup parce que franchement, tu viens de vraiment, pour le coup, vraiment lever un voile sur un sujet mais tellement tabou, tellement réel, tellement proche de nous. Ces groupes de soutien de parole, moi aussi j'ai l'impression que c'est un vieux truc poussiéreux qu'on voit dans les films, mais vraiment j'espère que c'est... Et pourtant j'ai encore tellement de choses à te raconter sur les groupes jeunes. Mais franchement je pense qu'on va se revoir, vraiment, parce que je pense qu'on va vraiment pouvoir faire une petite édition spéciale pour justement parler de ces groupes de parole, peut-être faire de la sensibilisation, on peut voir comment est-ce qu'on peut justement créer un autre épisode. Là on s'est concentré sur ton histoire, je pense qu'il y a encore, comme tu me le disais, beaucoup de choses que tu as envie de partager, et vraiment on va s'organiser pour faire un petit épisode édition spéciale. Parce qu'il y a tout ce que j'ai pu créer avec cette abstinence. Et en fait, c'est ce que je trouve... on n'est pas obligé d'enregistrer... Non, mais tu peux me le dire. Ce qui est hyper drôle aujourd'hui, c'est que il y a cet alcoolisme que moi j'ai vécu en tant qu'enfant, d'avoir une maman alcoolique. Et puis il y a mon fils qui a une maman alcoolique et qui vit l'alcoolisme en fait d'une toute autre manière. Ouais. Qui a une maman qui aide les jeunes qui ont un problème d'alcool, qui va à des réunions pour aider d'autres personnes, qui fait des podcasts et qui a une maman populaire. Lui, je suis une maman populaire. Alors, moi-même, je me dis, je suis juste alcoolique. Et donc, c'est hyper drôle de voir comme les choses ont pu changer. Et comme, enfin, voilà. Et hier, j'avais une conversation super intéressante avec lui en lui disant, je lui disais, qu'est-ce que tu as envie que je dise ? Il dit d'abord tu dis que je suis beau, okay. Mais après je dis c'est quoi pour toi l'alcoolisme? Mais il me dit c'est quelqu'un qui boit trop. Et puis je dis ouais mais c'est pas que ça. Il me dit non maman c'est toi aussi, toi qui bois pas. Mais c'est génial de pouvoir mettre ça dans la tête d'un enfant, de dire qu'en fait alcoolique c'est pas juste le mec à la gare centrale quoi. C'est pas juste le gars bourré à la mec, tu vois, non. Ça peut être plein d'autres choses. Mais on va se revoir vraiment. L'autre fois Célian il me disait il me dit je peux dire à l'école que t'es alcoolique? Je dis oui, mais alors dis quand même que j'ai arrêté depuis 14 ans. Tu vois, histoire qu'on n'ait pas le PMS. Tu vas avoir les assistants sociaux voilà. Chez toi, tu vas rien comprendre. Mais donc c'est chouette, c'est vraiment très gai. J'ai une belle vie. Mais même si parfois c'est dur. Mais tu t'es battue pour l'avoir cette vie. Hein. Merci. Et bravo. Merci pour ta confiance. Merci à vous d'avoir fait cette émission. C'est important. Mais, écoute, oui, ça me... Maintenant que cet épisode est encapsulé, j'en perds les mots. J'avoue que je suis fière. Je suis fière d'avoir pu encapsuler ton histoire et tu m'aimes vraiment très très fort. Je pense que c'est vraiment... je me dis, allez, je mets ma petite pierre à l'édifice aussi pour lever le voile sur plein de choses dont on ne parle pas, qui sont extrêmement communes, qui sont extrêmement graves, des choses qu'on enfouit sous le tapis parce que surtout, il faut beaucoup de courage. On n'en parle pas assez. Et... je suis contente de donner la parole à des femmes comme toi. Merci. Des femmes solaires, des femmes qui se battent, des femmes qui ont du recul, des femmes qui osent dire les choses. Parce que des femmes comme toi, il y en a peu. Merci. Et donc, merci beaucoup. Et je te promets, Virginie, on se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez plus une seconde à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préf. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et je tiens à remercier une fois de plus Sparren de soutenir Planète Daron. C'est aussi grâce à eux que cet épisode existe. C'est à consommer sans modération, alors profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Axe.